C'est arrivé il y a tout juste 1 minute. Une nouvelle si incroyable a éclaté qu'elle a déjà provoqué une onde de choc dans toute la communauté des hommes de la montagne, et bien au-delà. Eustace Conway, l'homme qui a bâti toute sa vie sur l'autonomie, la discipline et un lien profond avec la nature, est à nouveau au centre de l'attention. Mais cette fois, cela n'a rien à voir avec ses compétences en matière de nature sauvage, sa philosophie de survie ou le style de vie rude qui l'a rendu célèbre. Cette fois, les projecteurs sont braqués sur une découverte si troublante qu'elle a poussé les fans, les habitants et même les autorités fédérales à se poser la même question avec incrédulité qu'a caché Eustace Conway pendant toutes ces années. Oketiama. Des fonctionnaires chargés d'enquêter sur sa réserve de Turtle Island seraient tombés sur quelque chose à l'intérieur de sa vieille grange que personne n'était préparé à voir. Des témoins décrivent la scène comme tirée tout droit des pages d'un roman policier. Des chambres cachées, des caisses scellées et une découverte si alarmante que les autorités ont immédiatement appelé des renforts. Ce qui a été trouvé à l'intérieur de cette grange pourrait avoir le pouvoir de réécrire tout ce que le public pensait savoir sur le légendaire homme des montagnes. Et selon les personnes impliquées, cette histoire ne fait que commencer. Pendant des décennies, la grange d'Eustace Conway s'est tenue tranquillement à la lisière de la Turtle Island Preserve. Construite en rondins taillés à la main et en bois usé par le temps, elle avait l'air banale, voire humble. Pour quiconque passait par là, elle semblait n'être qu'une structure de plus dans son paradis autarcique, un endroit où les outils étaient entreposés, le grain conservé au sec et les souvenirs d'une vie vécue en dehors du réseau tranquillement accumulés. Pourtant, ceux qui connaissaient Conway personnellement ont toujours senti que la grange était différente. Il y avait quelque chose en elle qui la distinguait du reste de la propriété. La grange n'était pas un simple entrepôt, c'était une terre sacrée. Eustache la gardait avec une intensité qui frissait l'obsession. Les habitants de la région disaient souvent, en plaisantant qu'ils la traitaient plus comme un musée que comme un atelier, avertissant à plusieurs reprises les visiteurs de ne jamais y pénétrer sans son autorisation personnelle. Avec le recul, ce qui ressemblait autrefois à une excentricité inoffensive semble aujourd'hui bien plus troublant. Selon les premiers rapports, la découverte a commencé par ce qui était censé être une inspection de sécurité de routine. Après une série de violentes tempêtes ayant endommagé des parties de la Turtle Island Preserve, des fonctionnaires du comté ont été envoyés sur place pour s'assurer que les structures plus anciennes étaient toujours stables. Lorsqu'ils ont atteint la grange, ils ont immédiatement remarqué quelque chose d'inhabituel. De lourds verrous en fer renforçaient les portes bien plus sécurisées que celles normalement utilisées pour protéger les outils agricoles ou le bétail. Après de multiples tentatives infructueuses pour contacter Eustace, l'équipe d'inspection, agissant sous la supervision des autorités locales, a procédé à l'entrée. Dès qu'ils entrèrent là, l'atmosphère changea. L'odeur familière du pain vieilli et de la vieille huile flottait dans l'air, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, de légèrement chimique et d'étrangement stérile. Le long des murs se trouvaient des caisses soigneusement empilées, toutes soigneusement étiquetées, recouvertes d'une épaisse couche de poussière et scellées avec de la cire durcie, comme si elles n'avaient pas été touchées depuis des années. Le véritable secret s'est révélé par accident. L'un des inspecteurs a donné un coup de pied dans une lame de plancher mal fixée révélant une étroite trappe en bois presque invisible d'en haut. Lorsque la trappe a été ouverte, elle a révélé un escalier descendant dans l'obscurité totale. Les enquêteurs ont hésité, balayant leurs lampes de poche vers le bas. Ce qu'ils ont vu a donné des frissons à toutes les personnes présentes. Des rangées d'étagères bordent la chambre cachée en dessous, remplies de bocaux en verre d'instruments rouillés et de livres enveloppés dans des peaux d'animaux. Il est immédiatement apparu que quelqu'un avait travaillé là-dessous, non pas avec désinvolture ou négligence, mais méticuleusement, avec l'intention de documenter quelque chose qui devait rester caché. L'équipe a immédiatement contacté les forces de l'ordre local. L'un des premiers intervenants a déclaré plus tard qu'il n'avait plus l'impression de se trouver à l'intérieur d'une grange, mais bien de pénétrer dans le monde secret de quelqu'un. Les autorités ont rapidement bouclé la zone ordonnant à tout le monde de rester à l'écart pendant qu'elles examinaient le contenu. C'est alors qu'Eustace Conway est arrivé. Des témoins affirment qu'il ne semblait ni choqué ni effrayé, mais plutôt déçu. Sous son souffle,
Il aurait marmonné une seule phrase, il n'était pas censé trouver cela encore. Pour l'instant, les autorités ont refusé de commenter la nature exacte de ce qui a été découvert sous la grange. Cependant, des initiés affirment que cela ne ressemble à rien de ce qui a été lié à Eustace Conway auparavant. Pour un homme qui a consacré sa vie à la simplicité et à la transparence, cette couche cachée suggère quelque chose de bien plus complexe et peut-être bien plus dangereux. Lorsque les enquêteurs sont descendus plus avant dans la chambre, ils s'attendaient à trouver de vieux outils agricoles ou des antiquités oubliées. Au lieu de cela, ce qui les attendait ressemblait à des archives privées, une chambre forte souterraine soigneusement arrangée et préservée au fil des décennies. L'air en dessous était épais de poussière et portait l'odeur faible mais indubitable du formaldéhyde. Des étagères remplissaient de la petite chambre, chacune contenant des douzaines de bocaux en verre. À l'intérieur des bocaux se trouvaient des objets qui défiaient toute explication facile. Des organes d'animaux conservés, des plumes des os et d'étranges spécimens botaniques qui semblaient briller faiblement sous les rayons des lampes de poche. À côté d'eux se trouvaient des journaux reliés à la main et scellés à la cire, chacun étiqueté avec des phrases cryptiques telles que études de cycle, données de réversion et projets d'héritage vivant. Les enquêteurs ont déclaré que l'installation ressemblait moins au travail d'un bûcheron qu'à celui d'un scientifique de terrain, quelqu'un qui répertorie de manière obsessionnelle chaque fragment du monde naturel. Sur une vieille table en bois trônait un assortiment d'outils, scalpels, loupes, seringues, et ce qui semblait être des microscopes fabriqués à la main à partir de verres récupérés. Certains instruments dataient de plusieurs dizaines d'années, tandis que d'autres semblaient avoir été forgés récemment, ce qui suggère que le travail s'est poursuivi au cours de ces dernières années. Les caisses empilées contre le mur du fond étaient encore plus troublantes. Certaines portaient des marques délavées du service forestier des États-Unis. D'autres affichaient des numéros de série commençant par Fed et Bio, suggérant qu'elles avaient peut-être appartenu à un projet financé par le gouvernement. Une fois ouverte, une caisse contenait des bobines de film, chacune étiquetée de l'écriture incomparable d'Eustace Conway. L'une des étiquettes indiquait « Cycle Dix-9, Observations of Conscious Adaptation ». Les autorités ont refusé de divulguer les images, mais un initié anonyme a affirmé que ce qu'ils ont vu ne devrait pas exister. Les premières analyses des journaux ont révélé des croquis d'anatomie humaine entremêlés de diagrammes de systèmes nerveux animaux, suggérant une étude troublante des parallèles entre l'homme et la bête. Des notes détaillées décrivent des expériences d'endurance et des observations sur la façon dont le corps humain s'adapte à la famine, à l'isolement et au froid extrême. Certaines entrées sont signées des initiales EC et datées aussi récemment que 2019, D'autres ne portent aucune signature, comme si elles avaient été écrites par quelqu'un d'autre. Dans un coin de la chambre se trouvait un vieux coffre en bois rempli d'ossements. Beaucoup étaient manifestement d'origine animale, mais quelques-uns étaient indéniablement humains. La question de savoir s'il s'agissait de vestiges archéologiques ou de quelque chose de beaucoup plus récent n'a pas encore été tranchée. Interrogé sur cette découverte, Eustace Conway a semble-t-il refusé de répondre. Des témoins affirment qu'il est resté silencieux en haut de l'escalier, regardant les enquêteurs travailler avec une expression de défi calme. Avant de se détourner, il n'a prononcé qu'une seule phrase. « Ils ne sont pas prêts à voir ce que j'ai vu ». Cette seule phrase a suscité des spéculations sans fin. Qui voulait-il dire par « il » ? Quelle connaissance croyait-il que le monde n'était pas prêt à affronter ? Et surtout, quel genre de découverte pouvait pousser un homme connu pour son honnêteté et son intégrité à cacher quelque chose avec autant de soin pendant tant d'années ? Quelle que soit la vérité, une chose est désormais indéniable. La grange n'a jamais été un simple lieu de stockage. C'était tout autre chose, une chambre forte. C'était un coffre-fort, et ce qu'il contenait pourrait bien être la révélation la plus choquante de la vie d'Eustache. Le lendemain matin, la Turtle Island Preserve ressemblait moins à une paisible propriété familiale qu'à un site d'enquête sécurisé. Du ruban jaune entourait la grange des véhicules de police, bordait le chemin de terre, et des journalistes se rassemblaient aux abords de la propriété désespérés de ne pouvoir obtenir de réponse. Pour la première fois depuis des années, le sanctuaire d'Eustace Conway, l'œuvre de sa vie grouille de gens qui ne comprennent pas son monde.
À l'intérieur de la grange, les enquêteurs répertorient méticuleusement tout ce qui a été trouvé sous terre, chaque objet étant consigné et scellé comme preuve. L'atmosphère est tendue. Les officiers locaux ont chuchoté que toute la scène ressemblait à une opération gouvernementale et non à une enquête menée dans une petite ville. Ce qui les a le plus déconcertés, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont trouvé, c'est pourquoi c'était là. Que faisait Eustace, un homme qui a consacré sa vie à la simplicité et à la vie naturelle, avec des objets qui semblaient être des vestiges de recherche secrète? Lorsque Eustace s'est finalement avancé pour parler, la foule était restée silencieuse. Calme et stoïque, il n'a pas nié être propriétaire des matériaux. Tout ce qui se trouve dans cette grange, a-t-il dit, a été placé là avec intention. La terre cache des vérités que nous refusons de voir. Je n'ai fait que les préserver. Cette déclaration a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. De quelle vérité parlait-il? Certains journalistes l'ont interrogé sur les caisses marquées de codes gouvernementaux, mais Eustace a refusé de s'étendre sur le sujet. Ces marques, a-t-il dit, ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à l'histoire. Puis, sans un mot de plus, il est parti, laissant les enquêteurs stupéfaits. Dans les heures qui ont suivi, plusieurs agences se sont jointes à l'affaire, notamment des responsables de la préservation de l'environnement et de l'histoire. Selon des fuites, les premières conclusions suggèrent que certains des artefacts étaient antérieurs à la propriété d'Eustace, remontant peut-être à plusieurs décennies. Aurait-il découvert quelque chose en agrandissant sa réserve et choisi de le cacher au lieu de le signaler? Ses partisans insistent sur le fait qu'il ne faisait que sauvegarder des découvertes que le monde moderne exploiterait ou détruirait. Mais les sceptiques affirment que son comportement montrait des signes de secret à la limite de la paranoïa. Ses amis l'ont décrit comme étant concentré jusqu'à l'obsession ces dernières années, passant souvent des nuits dans la grange longtemps après la tombée de la nuit. À la mi-journée, des rumeurs ont explosé en ligne, faisant état d'expériences biologiques de restes anciens, et même de reliques classifiées enterrées sous l'île de la Tortue. Rien de tout cela n'a été confirmé, mais un fait indéniable est resté en suspens. Les preuves trouvées dans la grange d'Eustace Conway sont désormais entre les mains des autorités fédérales. Son image paisible de sage ermite des Appalaches a volé en éclats. L'homme autrefois célébré pour sa vie en harmonie avec la nature se trouve désormais au centre d'un mystère qui pourrait réécrire son héritage. Pourtant, Eustache ne montre aucune crainte, seulement une conviction tranquille. Pour lui, il ne s'agit pas d'une découverte, mais d'une révélation qui aurait dû être faite il y a longtemps. Pour comprendre la découverte choquante faite sous la grange d'Eustace Conway, les enquêteurs se sont tournés vers son passé, espérant découvrir ce qui pouvait pousser un homme dévoué à la simplicité à cacher ce qui ressemblait à un laboratoire secret. Né en 1960 et en Caroline du Sud. Eustace a grandi dans un foyer académique strict où le savoir était valorisé par-dessus tout. Sa mère était enseignante et son père, un intellectuel sévère, l'a poussé à défier les conventions. Dès son plus jeune âge, Eustace a manifesté une fascination inhabituelle pour la biologie et la condition humaine. Alors que les autres enfants jouaient, il disséquait de petits animaux pour comprendre le fonctionnement de la vie. Cette curiosité l'a conduit à l'Appalachian State University, où il a étudié l'environnement et l'anthropologie. Ses professeurs se souviennent de lui comme d'un étudiant brillant mais non conventionnel, qui s'interrogeait non seulement sur le progrès humain, mais aussi sur son coût moral. Il a écrit un jour dans un article que la civilisation est l'expérience et la nature le contrôle. Cette déclaration effrayante laissait entrevoir l'obsession de toute une vie pour le test des limites humaines. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est lancé dans des expéditions extrêmes en pleine nature, vivant dans des grottes et des forêts, mettant à l'épreuve son endurance face aux éléments. Ses amis disent qu'il tenait des journaux détaillés sur la façon dont le corps et l'esprit humain s'adaptent à la pression des notes étrangement similaires à celles trouvées dans la grange. L'un de ses premiers compagnons s'est souvenu qu'Eustace avait passé tout un hiver isolé dans les Blue Ridge Mountains, avec seulement un couteau, en disant que c'était pour faire des recherches. Lorsque l'équipe d'enquêteurs a découvert dans la grange des journaux étiquetés « Études du cycle » et « Données de réversion », il est apparu clairement que ces expériences n'avaient pas pris fin
il y a des décennies, elles avaient évolué. Les diagrammes écrits de sa main comparaient l'anatomie moderne à des adaptations primitives de survie, suggérant qu'il étudiait la manière de ramener l'humanité à un état plus primitif. Certains pensent même qu'il ne se contentait pas d'observer la nature, mais qu'il essayait de fusionner avec elle. Pour beaucoup, Eustache était un philosophe de la nature sauvage. Mais pour d'autres, ses découvertes le dépeignent comme quelque chose de bien plus complexe, un homme qui a peut-être brouillé la frontière entre la science et la survie. Et si son passé est une indication, ce que les enquêteurs ont trouvé ensuite pousserait cette frontière au-delà de l'entendement. Lorsque les enquêteurs sont retournés dans la grange d'Eustace Conway pour une deuxième inspection, ils ne s'attendaient pas à trouver autre chose que des spécimens conservés et des journaux. Mais derrière les piles de vieux bois et de bois usés, un officier a remarqué un panneau mural qui ne correspondait pas tout à fait au reste. Le grain du bois était à l'opposé des autres, et lorsqu'on le frappait légèrement, il produisait un écho creux. Ils l'ont ouvert, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a réduit toute la pièce au silence. Derrière le panneau se cache une chambre scellée pas plus grande qu'un placard. À l'intérieur, allongée sur une table en bois sous une toile, se trouve une silhouette squelettique. À première vue, elle semble humaine. Les proportions étaient erronées. Les bras étaient plus longs, les doigts anormalement fins, et la mâchoire plus étroite que celle de n'importe quel spécimen humain connu. Même la densité osseuse, une fois scannée, ne correspondait pas à l'anatomie standard. Le squelette avait été traité avec un composé de conservation inconnu qui empêchait la décomposition, mais laissait les os avec un léger éclat métallique. Certains officiers ont cru qu'il s'agissait d'une supercherie élaborée. D'autres n'en étaient pas si sûrs. À côté des restes se trouvait un journal ouvert, écrit de l'écriture incomparable d'Eustache. L'entrée disait « Trouvé au lit du ruisseau près de la crête ». Le mouvement avant l'immobilité, la structure au-delà du modèle humain. La date octobre 2020, il y a moins de 5 ans. Les implications étaient stupéfiantes. Eustache documentait-il une découverte ou avouait-il quelque chose qu'il avait créé lui-même? Quelques enquêteurs ont murmuré que la structure du squelette ressemblait à certains de ses croquis anatomiques étiquetés, modèles de réversion adaptative. Si c'est vrai, cela suggère qu'Eustache a expérimenté ou préservé quelque chose qui défie la classification scientifique. Interrogé à nouveau, il n'a pas donné de réponse directe. Il aurait dit à un officier « Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas la mort. Il s'agit d'une transition. » Les autorités ont immédiatement saisi les restes et les ont transférés dans un centre sécurisé pour études, mais aucun détail n'a été divulgué depuis. L'implication soudaine du FBI n'a fait qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles ce qui se trouvait sous la grange d'Eustache n'était pas de ce siècle, ni de cette espèce. Pour l'instant, l'explication officielle reste en suspens dans l'attente de vérification. Mais ceux qui ont vu le squelette de leurs propres yeux ont dit la même chose, ce n'était pas un être humain, et il n'était pas ancien. C'était quelque chose entre les deux. La nouvelle du squelette s'est répandue plus vite qu'aucun des responsables n'a pu la contenir, et en quelques jours, l'histoire s'est répandue dans le public. Les médias sociaux ont été inondés de spéculations. Des chercheurs amateurs disséquaient chaque photo divulguée, et des chaînes conspirationnistes affirmaient que la découverte prouvait qu'Eustache Conway avait mis au jour la preuve de quelque chose d'extraterrestre ou de quelque chose de délibérément enterré par l'histoire. Mais au milieu du chaos, une chose est devenue claire, les gens prenaient parti. Les partisans d'Eustache se sont ralliés à sa défense, le qualifiant de visionnaire incompris. Ils ont affirmé que les vestiges étaient soit un modèle d'enseignement, soit une partie d'une ancienne étude anthropologique que Eustache avait préservée par respect scientifique. Beaucoup ont souligné son dévouement de toute une vie à l'éducation et à la préservation comme preuve qu'il n'aurait jamais fabriqué quelque chose pour attirer l'attention. Mais les sceptiques et les enquêteurs n'étaient pas convaincus. Pour eux, trop de détails ne collaient pas les étranges journaux codaient les marques gouvernementales classifiées et le fait indéniable que les ossements n'avaient jamais été enregistrés ou signalés. Certains ont même suggéré que Eustache était tombé sur la preuve d'une espèce non découverte, ou peut-être sur quelque chose d'intentionnellement caché par les autorités il y a longtemps. Pendant tout ce temps, Eustache est resté silencieux, refusant les interviews et évitant les apparitions publiques. Lorsqu'il a finalement répondu, ce n'était pas par le biais de la télévision ou de la presse.
C'est par le biais d'une note manuscrite clouée à la porte de la grange que j'ai appris que la nature est plus ancienne que la vérité, et que ce que nous craignons, nous l'enterrons. Ce que nous enterrons, la terre s'en souvient. Ces mots n'ont fait qu'approfondir le mystère, suscitant la frénésie de ceux qui cherchaient désespérément à interpréter sa signification. Admettait-il avoir trouvé quelque chose d'ancien, ou avertissait-il le monde de ce qui se cache sous notre propre histoire? Pendant ce temps, des véhicules fédéraux continuaient d'arriver à la Turtle Island Preserve, enlevant des caisses et des conteneurs scellés sous haute surveillance. Les autorités ont gardé le secret, refusant de confirmer si les restes étaient humains ou non. Mais les habitants notaient que le comportement d'Eustace avait changé. Il a cessé de donner des cours à passer des heures au bord de la rivière seul et a dit à ses amis proches qu'ils n'étaient pas prêts pour ce qui allait se passer. On ne sait toujours pas ce qu'il entendait par là. Ce qui est certain, c'est que la paisible région sauvage qu'il appelait autrefois son foyer est devenue le point zéro de l'une des enquêtes les plus étranges de ces dernières années. Et si les rumeurs concernant les journaux étaient vraies, le squelette n'était peut-être pas le seul secret enfoui sous l'île de la Tortue. Alors que les enquêteurs continuaient à creuser sous la grange d'Eustace Conway, ce qui avait commencé comme une simple excavation s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Sous les fondations, les équipes ont découvert une série de tunnels interconnectés d'étroits passages taillés à la main, menant plus profondément dans la terre. Les murs étaient bordés de supports en bois et de vieux crochets de lanterne, suggérant que celui qui les a construits avait passé des années à travailler sous la terre. Un tunnel s'étendait sur près de 200 pieds avant de déboucher sur une chambre plus grande. À l'intérieur se trouvaient d'autres artefacts, des cages en métal rouillé, des bocaux en verre, remplis d'un liquide trouble, et une table en bois massif, couverte de vieilles cartes et de diagrammes. Les cartes ne montraient pas seulement l'île de la Tortue. Ils s'enfoncent constamment dans la chaîne des Appalaches, marquant des points étiquetés « Run through »,« Intercept », virgule. Personne n'a pu expliquer la signification de ces symboles, mais tous correspondent à des zones sauvages reculées connues pour leurs légendes locales étranges. La découverte a relancé les théories selon lesquelles Eustace avait participé à quelque chose de plus grand que ce que l'on pensait. Une étude privée, peut-être même un programme environnemental secret datant de plusieurs décennies. L'un des documents trouvés dans le tunnel portait un cachet officiel. Département de l'Intérieur 1987, Pourtant, lorsqu'il a été contacté, le département a nié l'existence d'un tel dossier. Lorsque Eustache a été confronté aux photos du tunnel, il est resté calme. La nature garde aussi des traces, aurait-il dit à un officier. Il suffit de creuser assez profondément pour les trouver. Cette déclaration énigmatique a depuis alimenté de folles spéculations en ligne, certains affirmant que les tunnels étaient d'anciennes chambres funéraires, tandis que d'autres pensent qu'en Eustace les a agrandis lui-même, pour cacher des découvertes qui défiaient toute explication. Quelle que soit la vérité, plus les enquêteurs avançaient, plus ils se rendaient compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple système de stockage. C'était un réseau construit méthodiquement planifié dont la conception faisait écho aux croquis figurant dans les journaux d'Eustace. Un agent l'a décrit comme étant à la fois une mine, un musée et un message. Ce qui est encore plus troublant, ce sont les faibles gravures sur les parois du tunnel, des symboles ressemblant à des constellations, mais disposés selon des motifs que l'on ne retrouve pas dans les cartes stellaires modernes. Les experts sont encore en train de les analyser, mais un enquêteur a admis que cela ressemblait plus à des coordonnées qu'à de la décoration. Les recherches ont finalement été interrompues à la suite de rapports faisant état d'un sol instable, mais pas avant une dernière découverte qui fait froid dans le dos, une deuxième entrée cachée à près d'un demi-mile, de là camouflée sous des arbres tombés au sol. Cela suggérait que les tunnels s'étendaient bien au-delà de la grange et qu'ils étaient peut-être reliés à quelque chose qui n'avait pas encore été découvert. Alors que la nuit tombe sur l'île de la Tortue, l'un des enquêteurs résume le mieux l'ambiance. Ce n'est pas seulement ce qui se trouve sous la grange qui nous effraie, c'est ce qui pourrait encore s'y trouver. Les semaines passent, et l'enquête autour de la propriété d'Eustace Conway atteint son point d'ébullition. Les autorités ont refusé de faire des commentaires, mais des initiés ont commencé à divulguer des fragments de ce qui avait été découvert dans les tunnels. Parmi les objets retirés du site
figurait un dernier journal relié en cuir entièrement écrit de la main d'Eustache et scellé dans une boîte en métal. Lorsqu'on l'a ouvert, la première page ne contenait qu'une seule phrase. « S'il le trouve, la sœur... » Le cycle se répète déjà. Les entrées suivantes étaient remplies de calculs de dessins de structures squelettiques et de notes décrivant l'harmonie biologique entre la forme humaine et l'environnement. Mais ce qui a vraiment choqué les enquêteurs, c'est une dernière section écrite à l'encre rouge, une sorte d'aveu. Eustache a expliqué comment des décennies plus tôt, il avait déterré près des berges de l'île de la Tortue des restes n'appartenant à aucune espèce connue. Il a affirmé que ces os faisaient partie d'une lignée antérieure à l'humanité, quelque chose qui n'était ni une bête, ni un homme, mais un équilibre entre les deux. Selon ses notes, les restes émettaient un résidu bioluminescent, la même substance que celle retrouvée plus tard sur le squelette dans sa grange. Il a écrit qu'il avait gardé la découverte cachée pour éviter l'effacement institutionnel, craignant qu'une fois que le gouvernement serait au courant, la vérité disparaîtrait comme toutes les autres. La dernière entrée datée de quelques mois avant l'enquête se lit comme suit. Ils se réveillent à nouveau sous la crête. La Terre se souvient de ceux qui l'ont créée. Après cela, Eustace a disparu. Il a quitté l'île de la Tortue sans prévenir son camion abandonné près de la lisière de la forêt, ses outils encore bien rangés sous son porche. À ce jour, on ne sait toujours pas où il se trouve. Les autorités ont fermé les tunnels et saisi la propriété, invoquant des risques biologiques, mais aucun rapport officiel n'a jamais été publié. Certains disent que le site brille faiblement la nuit, une douce lumière s'élevant du sol, à l'endroit où se trouvait autrefois la grange. D'autres pensent qu'Eustace a trouvé ce qu'il a cherché toute sa vie. C'est maintenant l'heure de l'interview de WIGT World News, lorsque la célèbre artiste animalière Sally Middleton a rencontré Eustace Conway. Elle l'a décrit comme l'homme le plus intéressant que j'ai jamais rencontré. Il y a quelques instants, la famille d'Eustace Conway a rompu son long silence et révélé ce qui s'est réellement passé au plus profond de la nature sauvage qu'il appelait sa maison. Pendant des années, les fans de Mountain Men ont admiré le courage d'Eustace, son lien inébranlable avec la nature et sa connexion mystique avec les Blue Ridge Mountains. Mais derrière la vie paisible capturée par les caméras, se cachait une vérité qu'il dissimulait même à ses amis les plus proches. Selon sa famille, il s'est passé quelque chose là-bas, quelque chose qui a changé sa façon de voir le monde à tout jamais. On dit que ce n'était plus seulement un homme qui vivait de la terre, mais que c'était la terre elle-même qui commençait à vivre à travers lui. Ce que la famille Conway vient d'admettre publiquement pourrait expliquer pourquoi Eustace s'est soudainement retiré des projecteurs et pourquoi la montagne qu'il aimait tant n'a plus jamais été la même depuis. Avant de découvrir ce qu'ils ont trouvé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour recevoir d'autres histoires révélatrices et d'activer les notifications pour ne pas manquer le moment où le dernier secret d'Eustace sera révélé. Eustace Conway n'était pas un homme comme les autres vivant dans les bois. Il était un symbole vivant de ce que signifie être vraiment libre. Dès qu'il a posé le pied dans les Blue Ridge Mountains, à l'âge de 17 ans, il a construit sa vie avec rien d'autre que ses mains nues, son intelligence et un lien indéfectible avec la nature. Il a fondé Turtle Island Preserve, un sanctuaire où les gens pouvaient apprendre des techniques oubliées, comment couper du bois tanneur des peaux et vivre sans le bruit de la vie moderne. Pour le public, il était le héros intrépide des montagnards, un homme capable de résister à n'importe quelle tempête et d'être plus malin que n'importe quelle nature sauvage. Mais pour sa famille, son lien avec la terre avait quelque chose de plus profond, de presque spirituel. Son frère a dit un jour, « Eustache ne vit pas dans les bois, ce sont les bois qui vivent en lui. » Pourtant, au fil des ans, cette connexion a commencé à le consumer. Les membres de sa famille ont remarqué un changement subtil, ses lettres sont devenues plus courtes, ses visites plus rares et sa voix plus calme, comme si la montagne lui prenait quelque chose. Ceux qui ont visité l'île de la Tortue ont parlé de ces longs silences où il fixait la forêt pendant de longues minutes, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Même ses amis proches ont dit qu'il avait commencé à parler de la terre comme d'elle, décrivant la forêt comme vivante, respirant, observant, se souvenant. Alors que sa renommée grandissait, la distance d'Eustace avec le monde extérieur
ne faisait que s'accentuer. Les caméras ont immortalisé ses triomphes, mais pas le prix qu'ils ont coûté. C'était un homme en équilibre entre deux mondes, le moderne qui exigeait de l'attention et l'ancien qui exigeait de la révérence. Et bientôt, cet équilibre a commencé à s'effriter. Les aveux récents de sa famille permettent aujourd'hui de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé pendant ces années, alors que l'homme que tout le monde admirait était lentement englouti par la nature sauvage qu'il aimait. Au fil du temps, des murmures inquiétants ont commencé à s'échapper de l'île de la Tortue. Les visiteurs ont parlé de nuits sinistres où des sons étranges résonnaient à travers la vallée, des bourdonnements sourds, des coups lointains et des voix douces qui semblaient venir des arbres eux-mêmes. On voyait souvent Eustache errer seul à minuit, une lanterne dans une main et un petit journal en cuir dans l'autre, marmonnant des mots sur les vieux esprits de la montagne. Ses proches disaient qu'il avait commencé à laisser des morceaux de nourriture et des babioles près d'un chêne massif au fond des bois, prétendant que cela gardait la terre calme. Alors que les étrangers n'y voyaient que superstition, sa famille s'inquiétait de le voir perdre le contact avec la réalité. Son neveu s'était souvenu d'une visite où il avait trouvé Eustache pieds nus dans un ruisseau froid murmurant quelque chose dans une langue que personne ne reconnaissait. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait, Eustache a tout simplement répondu qu'il écoutait. Pour lui, la forêt n'était pas silencieuse, elle parlait. Au fil des ans, ses journaux sont devenus plus étranges. Il a écrit sur les ombres qui respirent sur bas, sur les yeux qui clignotent dans des endroits où il ne devrait pas y avoir Dieu. Il prétendait que les animaux se déplaçaient différemment lorsque le vent changeait et que la montagne lui rendait parfois la pareille. Les quelques pages que sa famille a publiées brossent le portrait obsédant d'un homme, pris entre la nature et le surnaturel. Même les membres de l'équipe de Mountain Men ont remarqué à quel point il était devenu protecteur à l'égard de certaines zones, refusant que des caméras y tournent, les qualifiant de terre sacrée. Ses proches affirment que c'est à ce moment-là que le changement est devenu indéniable. La nature sauvage n'était plus seulement sa maison, elle était devenue quelque chose de tout à fait différent. Et bientôt la famille découvrira quelque chose sur la propriété qui prouvera que les craintes d'Eustache n'étaient peut-être pas seulement dans son esprit. Le tournant se produit lorsque Daniel, le neveu d'Eustache, fait une visite imprévue à l'île de la Tortue, après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles la santé de son oncle était chancelante. Il s'attend à trouver Eustache en train de faire des réparations ou de s'occuper de ses chevaux, mais au lieu de cela, il tombe sur quelque chose d'étrange. Bien au-delà du camp principal, après l'endroit où les sentiers se terminent, un sentier étroit, mène à une petite structure cachée sous d'épaisses vignes et des broussailles. C'était une cabane que personne dans la famille n'avait jamais vue auparavant, dont la porte était renforcée par du vieux bois et scellée par une corde. Lorsque Daniel l'ouvrit enfin, l'odeur du cèdre et de la poussière remplit l'air, mais ce qui attira son attention fut les innombrables journaux empilés du sol au plafond. Chaque page était remplie de l'écriture précise d'Eustache documentant des rencontres, des changements de temps, des migrations d'animaux et quelque chose d'autre encore. Il parlait des veilleurs des êtres qui, selon lui, parcouraient et les bois, la nuit ancien et invisible, protégeant les secrets de la montagne. Il y avait des croquis de symboles gravés dans les arbres d'étranges empreintes de pas et une ligne glaçante soulignée 3 fois « Ils viennent quand le feu meurt ». Daniel a montré les journaux à la sœur d'Eustache, qui a confirmé que l'écriture était bien réelle. La famille a d'abord pensé qu'il s'agissait du produit d'un esprit fatigué, usé par des décennies de solitude, mais une entrée du journal s'est démarquée datée d'1 semaine seulement avant qu'Eustache ne disparaisse pendant 3 jours entiers. Les pages se terminaient brusquement au milieu d'une phrase suivie par rien d'autre que de la saleté tachée et ce qui ressemblait à des empreintes digitales de boue séchée. Lorsque Eustache est revenu, il était silencieux pâle et a refusé de parler de l'endroit où il avait été. Il n'a marmonné qu'une chose avant de se retirer dans sa maison. « J'ai été trop loin cette fois ». La disparition d'Eustache restera comme l'un des moments les plus terrifiants auxquels sa famille ait jamais été confrontée. Pendant 3 jours, l'île de la Tortue était restée complètement silencieuse. L'équipe de Mountain Men a essayé de le joindre par radio, mais il n'a pas répondu. Ses chevaux étaient toujours dans leur enclos, ses outils intacts, son fusil accroché à la porte.
C'était comme s'il était simplement entré dans les bois et avait disparu. Les équipes de recherche ont passé au peigne fin chaque centimètre carré de la propriété, mais il n'y avait aucune trace de pas, aucune branche cassée, aucune piste, rien. Les habitants se sont joints à eux, mais même avec des chiens, aucune odeur n'a pu être trouvée. Puis le matin du 4e jour, Eustace est apparu à l'orée de la réserve, pieds nus couverts d'égratignures et tremblant de façon incontrôlée. Au début, il n'a reconnu personne, ses vêtements étaient humides, ses yeux lointains, et il répétait sans cesse une phrase. « La forêt m'a pris ». Lorsque son neveu a essayé de l'emmener à l'intérieur, Eustache a refusé disant que la cabane n'était plus sûre. Il a dormi dehors pendant des semaines, mangeant à peine, se réveillant la nuit, en criant que la montagne l'appelait par son nom. Lorsqu'il reprit enfin la parole, ses mots n'avaient guère de sens. Il parlait d'un tunnel de lumière entre les arbres de chuchotement venant du sol et de quelque chose d'ancien sous la terre qu'il observait. Sa famille, désespérée par les réponses, fouilla la zone où il avait été vu pour la dernière fois et trouva des traces de griffes à l'intérieur de la porte de sa cabane, comme si quelqu'un ou quelque chose avait essayé de s'en échapper. Quand Eustace a vu les marques, il a dit calmement « Ce n'était pas pour me faire du mal, c'était pour m'avertir ». Ces mots allaient tenter la famille pour toujours, car à partir de ce moment-là, Eustace Conway n'a plus jamais été le même homme. Après l'incident, la famille Conway savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait plus longtemps. Ils se rendirent sur l'île de la Tortue, déterminés à ramener Eustache à la civilisation, ne serait-ce que pour quelques semaines. Lorsqu'ils arrivèrent, ils le trouvèrent assis au bord de la rivière, fixant le courant, les cheveux emmêlés et les vêtements déchirés. Il n'avait pas l'air surpris de les voir, mais seulement fatigué, comme s'il s'attendait à recevoir leur visite. Sa sœur Martha tente de le convaincre de rentrer à la maison, mais Eustache refuse, insistant sur le fait que quitter la terre briserait le cercle. Il leur dit que la montagne l'a choisi et que les voix qu'il entend ne sont pas des hallucinations, mais des avertissements. « Il y a des règles ici, » murmure-t-il. « Si vous en prenez trop, il vous reprend ce qui vous est dû. » Cette nuit-là, sa famille est restée sur l'île de la Tortue, dans l'espoir de lui faire entendre raison, mais il était impossible de dormir. Ils ont dit que des bruits étranges entouraient le camp, des branches qui craquaient, de faibles chants au loin, et le sentiment clé et troublant d'être observé. À l'aube, ils ont trouvé Eustache déjà réveillé de nouveaux pieds, nu debout dans une clairière, orienté vers l'est immobile, alors que la lumière du soleil frappait la cime des arbres. Il leur a dit plus tard qu'il saluait ceux qui gardent la crête. Convaincu que quelque chose ne tournait pas rond, la famille l'a supplié d'aller chercher de l'aide. Eustache a finalement accepté d'aller voir un médecin à Boone, mais lorsqu'on a voulu l'y conduire, il a exigé de se garer à mi-chemin. Il est sorti du camion et s'est enfoncé dans les arbres en disant seulement « Vous n'allez pas plus loin que ça ». Quelques heures plus tard, il est revenu calme et souriant, comme si rien ne s'était passé. Sa famille a décrit ce phénomène comme étrange, comme si l'on voyait un homme possédé, à un moment donné, et renaître l'instant d'après. Au cours des mois suivants, ils ont remarqué que son comportement devenait de plus en plus étrange. Il parlait en énigmes des gardiens et des gardiens de l'équilibre. Il sculptait des totems en bois complexe et les plaçait autour de la réserve, prétendant qu'il maintenait la montagne en paix. Au début, ses proches ont cru qu'il sombrait dans la folie, mais après qu'une violente tempête ait frappé l'île de la Tortue, une nuit quelque chose d'inexplicable s'est produit. Tous les arbres entourant sa cabane ont été arrachés par les racines, à l'exception du petit cercle où Eustache avait placé ses totems. La famille a commencé à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. Elle ne voyait plus un homme en train de perdre la raison. Ils ont vu quelqu'un qui vivait selon des règles plus anciennes que le temps lui-même. C'est lors d'une de ses rares visites à la maison qu'Eustache a finalement tout raconté à sa famille. Ils s'étaient rassemblés autour de la cheminée, l'air tendu par une peur inexprimée, lorsque son frère lui a demandé calmement ce qui s'était vraiment passé là-bas, Eustache. Pendant un long moment, il n'a rien dit, se contentant de fixer les flammes, comme si la réponse s'y trouvait cachée. Puis, à voix basse, il a commencé à parler. Il a raconté que quelques semaines avant sa disparition, il avait erré plus profondément que jamais dans les montagnes, suivant ce qu'il décrivait comme un appel dans ses rêves.
La forêt avait été inhabituellement silencieuse ce jour-là. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste l'immobilité. Finalement, il est arrivé dans une petite clairière où le sol semblait perturbé comme si quelque chose avait été enterré et déterré à plusieurs reprises. Il s'était senti attiré à creuser non pas par curiosité, mais par contrainte. Sous le sol, il a trouvé ce qu'il croyait être les vestiges d'un ancien site funéraire. Des os, des outils et des pierres gravées, avec des symboles en spirale qu'il ne pouvait pas reconnaître. Au moment où il a touché l'une des pierres, il a dit que l'air autour de lui avait changé. Les bois se sont assombris et il a entendu ce qui ressemblait à des centaines de chuchotements venant du sous-sol. Il a couru, mais chaque pas lui semblait plus lourd, comme si le sol le tirait en arrière. Cette nuit-là, il a prétendu que les voix l'avaient suivi jusque chez lui, chuchotant à travers les fissures des murs de sa cabane. Il n'était pas en colère, dit-il, mais vigilant, lui rappelant que certaines parties de la montagne ne devaient jamais être dérangées. Sa famille resta figée, pendant qu'il décrivait les jours qui suivirent, comment les animaux l'évitaient, comment le temps changeait violemment autour de l'île de la Tortue, et comment le même symbole qu'il avait trouvé gravé sur ces pierres commençait à apparaître sur les arbres des environs, lorsque son frère lui a demandé s'il avait pris quelque chose sur le site. Eustache a hoché lentement la tête et a admis qu'il avait gardé une des pierres sculptées enveloppée dans un tissu caché sous son lit. Il a dit que c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'envenimer. Les nuits sans sommeil, le temps perdu le sentiment que quelque chose d'invisible se trouvait toujours à quelques pas derrière lui. Puis il les a tous regardés et a dit quelque chose qui a laissé tout le monde silencieux. « Je crois que la montagne s'est réveillée. » Personne n'a osé l'interroger après cela. Au fond, il pouvait lire la peur dans ses yeux et la conviction que ce qu'il avait rencontré n'était pas de l'imagination. C'était réel. Pendant des années, la famille Conway est restée silencieuse sur ce qu'Eustace leur avait raconté cette nuit-là. Ils étaient terrifiés à l'idée que le public puisse le qualifier d'instable. Et pourtant, chaque événement étrange qui suivit leur fit réaliser qu'il y avait plus de vérité dans ces paroles que personne ne voulait le croire. Peu de temps après cette confession, de violents orages commencèrent à balayer l'île de la Tortue des éclairs étranges, frappant la même crête encore et encore, des arbres fendus en deux, alors que les zones intactes autour des totems sculptés d'Eustace restaient debout. Les animaux sauvages agissaient de manière anormale. Les cerfs cessaient de passer près de sa cabane, les oiseaux migraient plus tôt, et même ses chevaux refusaient de s'engager sur certains sentiers. Son neveu a un jour surpris Eustache, debout dans cette même clairière, chuchotant vers le sol en disant « Vous pouvez vous reposer maintenant ». Mais ce qu'il a ensuite raconté à sa famille était bien plus troublant. Il a dit qu'il ne croyait plus qu'il était seul sur la terre, que la nature sauvage elle-même était vivante, non pas d'une manière symbolique, mais dans une conscience que les humains ne pouvaient pas comprendre. Il a décrit qu'il se sentait observé de tous les côtés, non pas par des animaux ou des personnes, mais par quelque chose d'ancien tissé dans le sol et dans les racines des arbres. Il disait que la montagne avait de la mémoire, que chaque arbre, chaque coup de vent, portait des histoires plus anciennes que l'humanité. Quand les tempêtes arrivaient, il disait qu'elles n'étaient pas aléatoires, mais qu'elles étaient des réactions. Quand les gens prennent sans demander, disait-il à sa sœur, la montagne crie. Sa famille s'inquiète de voir Eustache sombrer dans le délire, mais ils découvrent alors quelque chose d'indéniable. Derrière sa cabane se cachent des dizaines de sculptures en bois, des visages gravés dans des rondins tous, avec des yeux creux et des bouches béantes. Chacun correspond au même symbole en spirale qu'il avait trouvé des années plus tôt. Les sculptures étaient disposées en un cercle parfait orienté vers l'est, comme pour former une frontière. Son neveu a juré qu'à chacune de ses visites, les visages semblaient se déplacer légèrement comme s'ils observaient les passants. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il les avait faites, Eustace a répondu qu'elles rappelaient à la terre que je l'écoute toujours. La nouvelle de ses découvertes commença à se répandre discrètement parmi ceux qui avaient travaillé avec les montagnards, et bientôt sa famille décida de tout révéler publiquement. Il pensait qu'en partageant la vérité, il pourrait protéger l'héritage d'Eustache, non pas comme un homme qui avait perdu la tête, mais comme quelqu'un qui avait pénétré dans une partie de la nature qu'aucun humain n'était censé comprendre. Les chercheurs en environnement qui étudièrent plus tard ces journaux
furent stupéfaits par ce qu'ils découvrirent. Ses notes météorologiques et ses observations sur la faune et la flore correspondaient précisément aux changements écologiques réels de la région parfois enregistrés quelques jours avant qu'ils ne se produisent. C'était comme s'il pouvait sentir le pouls de la Terre avant que la science ne puisse le mesurer. Même les sceptiques admettaient qu'il était impossible d'ignorer ces modèles. Aujourd'hui encore, la famille d'Eustache s'en tient à son histoire, affirmant qu'il n'a pas imaginé ce qui s'est passé. Il a vécu quelque chose de sacré, quelque chose qu'il a choisi. Il est devenu une partie de la nature sauvage, a déclaré sa sœur à voix basse lors de sa dernière interview, et une fois qu'elle connaît votre nom, elle ne vous lâche plus. Aujourd'hui, alors que l'histoire d'Eustace Conway touche le cœur de millions de personnes, les paroles de sa famille résonnent d'un étrange mélange de fierté, de tristesse et de respect. Il ne parle plus de lui comme d'un simple homme qui vivait dans les bois, mais comme de quelqu'un qui est devenu la nature sauvage elle-même. Lors d'interviews récentes, sa sœur a rappelé qu'Eustace lui avait dit un jour « Lorsque vous vivez suffisamment près de la nature, elle cesse d'être un paysage, elle devient un langage. » Ces mots les hantent aujourd'hui surtout, après tout ce qu'il a révélé sur ce qui s'est passé au fin fond des montagnes de Caroline. Pour les non-initiés, Eustache est le survivaliste ultime, un philosophe robuste qui a tourné le dos à la vie moderne pour embrasser les voies anciennes. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est un homme qui a franchi une frontière invisible, marchant si loin dans la nature qu'il n'en est jamais vraiment revenu. Depuis qu'il s'est éloigné des caméras, il vit une vie que peu de gens peuvent même imaginer. L'ancien pavillon de Turtle Island est toujours là, entouré des mêmes arbres qui ont veillé sur lui pendant des décennies. Les habitants disent qu'ils voient parfois de la fumée s'élever de la vallée à l'aube, mais personne ne prétend avoir vu Eustace lui-même. Sa famille lui rend visite de temps en temps, laissant des provisions au début du sentier, sans jamais oser s'aventurer trop loin. On dit que l'air y est lourd et que le silence y est une sorte d'avertissement. Ce qui est encore plus étrange, c'est que chaque année à la date anniversaire de sa disparition, la crête où il a été vu pour la dernière fois s'illumine faiblement pendant quelques minutes, comme si la foudre était emprisonnée dans le sol. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une réaction naturelle entre les minéraux et l'humidité, mais pour ceux qui ont connu Eustache, c'est tout à fait autre chose. La montagne se souvient de lui. Les journaux qu'il a laissés derrière lui sont aujourd'hui préservés, et les chercheurs continuent de les étudier. Ils sont stupéfaits et stupétés par l'exactitude de ses prédictions concernant les changements écologiques, les tempêtes et les migrations d'animaux, mais sa famille affirme que ces pages ne sont pas seulement de la science. En fait, nous avons 2 grands triangles, une paire assortie, et votre bateau serait suspendu ici à une traverse. Il y a tout juste une minute, les autorités des Blue Ridge Mountains ont fait une découverte qui laisse tout le monde sans voix. Sous les terres qui appartenaient autrefois à la légende du survivalisme Eustace Conway, un vaste réseau de tunnels souterrains a finalement été trouvé, un réseau dont peu de gens croyaient même qu'il existait. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un autre réseau de grottes, mais il s'agissait de quelque chose d'entièrement construit par l'homme. Des poutres renforcées des murs soigneusement taillées et des entrées cachées indiquaient tout des années de travail délibéré. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était l'endroit où tout cela menait. Les habitants de la région parlent depuis longtemps des étranges disparitions d'Eustache dans la forêt, des longues heures qu'il passait à creuser, et de ces paroles énigmatiques selon lesquelles la Terre renfermerait les secrets de la liberté. Il semble maintenant que ces paroles n'étaient pas seulement de la philosophie, mais aussi des plans. Les tunnels serpentent sous la réserve de Turtle Island, une zone sauvage privée qu'Eustace a passé sa vie à protéger. Mais lorsque les chercheurs ont suivi un passage jusqu'à sa fin, ils ont découvert quelque chose qui change tout sur qui il était et ce qu'il aurait pu cacher. Avant de révéler ce qui se trouve en dessous, assurez-vous de vous abonner et de rester avec nous, car ce qui attend dans ces tunnels pourrait réécrire tout ce que nous pensions savoir sur Eustace Conway. Tout a commencé par ce qui semblait être un problème ordinaire. De fortes pluies ont balayé la crête bleue et les gardiens de la Turtle Island Preserve ont remarqué des dépressions inhabituelles se formant près de la limite de la propriété. Un matin, un jeune bénévole nommé Caleb est tombé sur une doline qui semblait étrangement uniforme,
trop parfaitement formé pour être naturel. Alors qu'il dégageait la boue, sa pelle a heurté quelque chose de dur et de métallique. Après des heures de fouilles, il découvrit ce qui ressemblait à une vieille trappe en fer, presque fossilisée par le temps, ses charnières enfouies sous des décennies d'argile et de racines. Personne ne pouvait expliquer la raison de sa présence. Certains pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un abri anti-tempête datant de l'époque de la guerre civile, mais les marques personnelles d'Eustace sur le loquet racontaient une autre histoire. Lorsqu'ils l'ouvrirent enfin, une profonde bouffée d'air moisi s'échappa froide, ancienne et lourde de l'odeur d'une terre qui n'avait pas respiré depuis des années. Sous la trappe, une échelle en bois descendait dans l'obscurité. Les barreaux étaient usés par l'usage, mais remarquablement intacts, comme si quelqu'un les avait entretenus il n'y a pas si longtemps. Munis de lampes de poche, les membres de l'équipe descendent un par un. Au fond, ils se retrouvent dans un tunnel étroit qui s'étend au-delà de la portée de leurs lampes. Les parois sont renforcées par des rondins coupés avec précision, chacun entaillé dans un style immédiatement reconnaissable pour quiconque est familier avec l'artisanat d'Eustache. Des symboles gravés dans les poutres des jarres remplies d'herbes et d'eau d'animaux soigneusement empilés sur des étagères de vieilles lanternes recouvertes de poussière. Quelqu'un a vécu ou travaillé ici depuis longtemps. Le tunnel n'était pas aléatoire. Il avait une structure, une direction et un but. En suivant le passage sinueux, ils atteignirent une chambre plus grande où des restes d'outils étaient éparpillés, des pioches, des bêches et ce qui semblait être un système de poulies fait à la main utilisé pour transporter des débris. Chaque centimètre carré de l'édifice criait le nom d'Eustache. Il était et pourtant profondément spirituel. Les habitants se souviennent tiennent qu'il avait l'habitude de disparaître pendant des heures voire des jours entiers pour se rendre dans les bois avec des provisions et en revenir couvert de boue. Il souriait, mais n'expliquait jamais où il était allé. Beaucoup pensaient qu'il méditait simplement dans la solitude, car il prêchait souvent sur la recherche de la vérité sous la surface. Mais maintenant, le sens littéral de cette phrase résonnait froidement dans l'esprit de chacun. Plus il s'enfonçait, plus les choses devenaient claires. Il ne s'agissait pas d'une simple cachette, mais d'un réseau. Chaque tunnel se ramifie dans de multiples directions. Certains s'effondrent, d'autres sont trop étroits pour y pénétrer. L'équipe se rend compte qu'elle ne fait qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'Eustache a peut-être passé des décennies à créer en secret. Le but de ce système souterrain n'était pas clair, mais une chose était sûre. Il n'était pas destiné à être trouvé. Lorsqu'ils sont sortis du tunnel des heures plus tard couverts de terre et ébranlés par ce qu'ils avaient vu, un gardien a murmuré qu'il ne faisait pas que survivre ici. Ils se préparaient à quelque chose. Lorsque l'équipe d'exploration retourna sur le site, elle apporta un meilleur éclairage et un meilleur équipement déterminé à cartographier l'ensemble du système. Lorsqu'ils redescendirent par la trappe, l'odeur de terre humide se fit plus lourde et l'air devint plus froid. Plus ils s'enfoncent, plus ils réalisent qu'il ne s'agit pas d'un simple tunnel, mais d'un monde souterrain à part entière. La première chambre s'étend sur près de 20 pieds de large, ses murs étant soigneusement renforcés par de la pierre et du bois. D'un côté, un établi grossier, jonché de burins de gants de cuir et de boîtes de conserve rouillées. Au-dessus de la suie de bougies dessinaient des traînées noires au plafond, suggérant qu'Eustache avait passé de longues nuits à travailler ici. Ils suivirent un couloir étroit bifurquant vers la gauche et découvrirent ce qui ressemblait à une salle de stockage. Des dizaines de bocaux en verre sont alignés sur les étagères, chacun scellé à la cire et étiqueté avec l'écriture d'Eustache. Des racines, des herbes, des poudres et des feuilles séchées. Certains bocaux sont remplis de viande et de graisse animale, conserver le genre de provisions destinées à durer pendant des mois d'isolement. Ceux qui avaient construit cet endroit ne s'étaient pas préparés à passer une seule nuit sous terre. Il s'agissait d'un système de survie conçu pour maintenir la vie. Alors qu'ils continuèrent, le tunnel commença à tourner brusquement, menant à une pente qui descendait vers un niveau plus bas. Ils y découvrent les vestiges d'un vieux chariot à bras et d'un système de poulies fixé au plafond, un dispositif ingénieux pour transporter la terre et les roches vers la surface. Les talents d'ingénieur d'Eustache sont mis à l'honneur. Chaque poutre est mesurée, chaque support est placé de manière stratégique.
C'était à la fois de l'art et de la science de la survie. Mais ce qui mettait l'équipe mal à l'aise, c'étaient les marques sur les murs. Des symboles gravés à la main répétitifs, presque rituels, couraient le long des bords du tunnel. Certains ressemblaient à des montagnes, d'autres à des spirales, et un symbole particulier revenait sans cesse un œil entouré de racines. Des experts ont par la suite rattaché ce dessin à l'ancien folklore des Appalaches, représentant le guetteur sous la terre, un gardien du monde naturel. On ne sait pas si Eustache l'a utilisé comme protection ou comme symbole. Après plusieurs tours, ils atteignirent ce qui semblait être le cœur du labyrinthe, une vaste chambre qui s'étendait au-delà du faisceau de leur lumière. En son centre reposait une grande dalle de pierre, entourée de bougies fondues de paquets de sauge et de morceaux d'os d'animaux soigneusement disposés selon des motifs géométriques. L'air était immobile, silencieux, lourd de sens. Ce n'était pas seulement un espace de travail, c'était un sanctuaire. Les murs étaient couverts de dessins, au fusain de montagnes d'arbres de rivière et de figures humaines entrelacées avec des racines. On se sentait spirituel, presque sacré. Certains disent que Eustache croyait que ces tunnels le reliaient directement à l'esprit de la montagne, que chaque chambre représentait une étape de l'harmonie entre l'homme et la terre. Mais avant qu'il ne puisse explorer davantage, l'un des membres de l'équipe a repéré quelque chose d'inhabituel sur le côté opposé de la chambre, une porte en bois scellée et renforcée par des barres de fer cachées derrière une couche de boue et de mousse. Et gravés dans le bois se trouvaient les mots suivants. « Plus vous irez loin, plus vous trouverez la vérité. » Personne ne savait ce qui attendait derrière cette porte, mais dès qu'ils l'ont ouverte, le mystère des tunnels d'Eustache a pris une tournure encore plus sombre. L'équipe est restée figée devant la porte en bois, dont les gonds en fer étaient rongés par la rouille, mais encore assez solides pour retenir ce qui se trouvait derrière. Le message gravé à la surface, plus on s'enfonce, plus on trouve la vérité à donner des frissons à tous les membres de l'équipe. À l'aide de pieds de biche, ils l'ont ouvert, le bruit du bois craquant résonnant dans les couloirs souterrains comme un cri. Un souffle d'air s'en est échappé épais et vicié, comme s'il n'avait pas bougé depuis des décennies. Lorsque leurs lampes de poche ont percé l'obscurité, ce qu'ils ont vu ne correspondait pas à l'artisanat rustique des tunnels antérieurs. Ici, les murs étaient en béton, les poutres remplacées par de l'acier. C'était plus froid, plus tranchant, plus mécanique, rien à voir avec l'œuvre organique d'Eustache. Le sol était tapissé de restes de câbles, de tuyaux corrodés et de fragments de métal qui semblaient d'origine militaire. C'était comme si quelqu'un d'autre avait poursuivi son travail, transformant son humble refuge en quelque chose de beaucoup plus complexe. Au centre de la pièce se trouvait un grand puits de ventilation qui montait tout droit. Personne ne savait où il se terminait. L'un des hommes dirigea sa lumière vers le haut, mais le faisceau disparut dans un noir infini. Cette section comportait des lignes électriques de vieux câbles isolés qui semblaient courir vers le mur du fond où trônait un antique boîtier de commande. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils trouvèrent des fragments de pièces de radio, des bobines et des fils d'antenne. Celui qui a modifié cette chambre avait des connaissances en système de communication, ce pourquoi Eustace n'a jamais été connu publiquement. Se pourrait-il que quelqu'un ait utilisé cet endroit après lui? Ou bien Eustace communiquait-il avec des contacts hors réseau dont nous ignorions l'existence? Parmi les débris éparpillés, un explorateur a ramassé une boîte de conserve rouillée contenant un parchemin roulé scellé à la cire. À l'intérieur se trouvaient des croquis de tours radio, des numéros de fréquences codés et des notations écrites de la main d'Eustace. Les mots « Skynet of Freedom » apparaissent à plusieurs reprises, ainsi que des références aux lignes de communication électromagnétiques. Les historiens ont découvert par la suite qu'Eustache avait mentionné une fois son désir de vivre hors de portée de tous les signaux. Peut-être ne se cachait-il pas de la société moderne. Peut-être était-il en train de construire un moyen de vivre au-delà. Alors qu'ils exploraient peut-être plus avant la pièce bordée d'acier, un autre indice apparut, une caisse contenant des masques à gaz, de vieilles lampes de poche et des fournitures d'urgence enveloppées dans de la toile cirée. Il ne s'agissait pas d'articles primitifs, ils étaient de qualité militaire, et les lettres US Dept. Cela n'avait aucun sens. C'était bien avant qu'Eustace n'achète la réserve de Turtle Island. Quelqu'un d'autre aurait-il pu commencer ce réseau avant lui, et Eustache n'aurait-il fait que l'étendre? La chronologie s'effondrait dans la confusion.
Quelle que soit l'explication, une chose était claire, cette chambre n'était pas qu'un simple abri. C'était un poste de commandement. L'étrange mélange d'outils de survie, d'équipements de communication et de marques rituelles a fait comprendre à l'équipe qu'il se trouvait dans quelque chose de bien plus élaboré qu'une cachette. Lorsqu'un explorateur a enlevé la saleté d'un panneau latéral, il a remarqué quelque chose d'autre. Un léger contour d'une autre porte, cette fois-ci complètement scellée avec du béton. Qu'y avait-il de si important pour qu'il se donne tant de mal pour le cacher? Alors qu'il se demandait quand est-ce s'il devait percer le mur, l'un d'eux murmura « Et si nous n'étions pas censés voir ce qu'il y a derrière ?» Mais la curiosité l'emporta. Ils commencèrent à ébrécher le mur, ignorant que ce qui se trouvait au-delà expliquerait enfin pourquoi Eustache avait construit les tunnels et ce qu'il protégeait réellement. Après des heures de travail minutieux, l'équipe a percé le mur de béton. L'air qui s'en échappait était sec et étrangement chaud, comme s'il avait été scellé pendant un demi-siècle. Au-delà, ils ont trouvé un autre couloir plus étroit et descendant en pente raide. Contrairement aux sections précédentes, ce tunnel semblait fraîchement creusé. Le sol était meuble, les supports plus récents et de légères marques sur les murs suggéraient que Eustache avait continué à creuser tard dans sa vie. Alors qu'ils suivaient le chemin, le bruit de l'eau qui s'égouttait résonnait dans le lointain. Cela ressemblait moins à un tunnel construit par l'homme qu'à un organisme vivant respirant et grinçant autour d'eux. Après plusieurs centaines de mètres, le passage étroit s'ouvrit sur une chambre où la terre cédait la place à la roche. Un faible courant d'air laissait entrevoir une sortie quelque part à proximité. C'est alors que la lampe de poche d'un explorateur a détecté quelque chose d'inhabituel. Des planches de bois recouvraient ce qui semblait être une grande ouverture circulaire dans le sol, En les retirant, ils ont découvert un puits étroit menant en diagonale vers le haut. Il s'est avéré que le tunnel s'étendait bien au-delà de la limite de la propriété, se frayant un chemin vers la rivière Watauga. Ils l'ont suivi sur près d'un demi-mile, jusqu'à ce qu'il se termine par une trappe en fer, habilement dissimulée sous un énorme tronc d'arbre tombé près du bord de l'eau. Lorsqu'ils l'ont soulevé, la lumière du matin a jailli pour la première fois depuis des dizaines d'années. Il ne s'agissait pas d'un tunnel d'évasion aléatoire, mais d'un travail de précision parfaitement orienté vers la rivière avec une sortie dissimulée qui ne pouvait être vue que d'une seule direction. Les habitants ont confirmé plus tard qu'Eustache campait souvent près de ce tronçon de la rivière qu'il appelait sa ligne de liberté. Il semble désormais évident que le tunnel a été conçu comme une voie de sortie, un moyen de disparaître instantanément dans la nature. Mais pourquoi Eustache, qui a toujours prêché la transparence, la simplicité et la vie ouverte avec la terre, aurait-il eu besoin d'une voie de sortie? Ceux qui l'ont le mieux connu disent qu'il est devenu de plus en plus méfiant à l'égard des interférences extérieures après des affrontements répétés avec les fonctionnaires du gouvernement au sujet des réglementations foncières. Il a dit un jour « Ils veulent posséder de l'air que je respire ». Le système de tunnel pourrait donc avoir été son ultime acte de défi, une incarnation physique de l'indépendance construit pour s'assurer qu'il pourrait vivre selon ses propres règles quoi qu'il arrive. Cependant, le sens profond est encore plus fort. La dernière chambre avant la rivière n'est pas comme les autres. À l'intérieur se trouvaient d'étranges arrangements de pierre formant des motifs circulaires sur le sol. Au centre se trouvait un vieux coffre en bois, enveloppé dans une peau d'animal et relié par une corde. Lorsqu'ils l'ouvrirent en pot, ils trouvèrent des lettres écrites à la main et un petit journal. On pouvait y lire « La liberté ne peut plus exister en surface. Les racines du monde sont plus sûres que son ciel. » Une autre page contenait ce qui ressemblait à des coordonnées, des nombres gravés profondément dans la page. Une fois tracés, ils indiquaient une section isolée des contreforts des Appalaches à des kilomètres de l'île de la Tortue. Pouvait-il y avoir d'autres tunnels à cet endroit, faisant partie d'un réseau beaucoup plus vaste, ou s'agissait-il d'un message symbolique indiquant quelque chose qu'Eustache voulait garder secret? Pour l'instant, personne ne pouvait le dire. Mais alors que l'équipe refermait la trappe derrière elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que les tunnels n'étaient pas seulement la cachette d'Eustache. C'était son message au monde, la liberté ne se vit pas au-dessus du sol, elle se construit en dessous. Quelques jours plus tard, déterminée à découvrir toute la vérité, l'équipe d'exploration était revenue avec un équipement plus solide
et est descendu une fois de plus dans le monde souterrain secret d'Eustace Conway. Cette fois, ils se concentrèrent sur les petits passages qui partaient des chambres principales. L'un de ces tunnels latéraux les conduisit dans une zone qu'ils n'avaient pas encore explorée, un étroit vide sanitaire qui s'ouvrait sur ce qu'ils appelleraient bientôt la salle interdite. L'entrée était partiellement effondrée, scellée par d'épaisses couches de roches et de bois, presque comme si Eustache lui-même avait essayé de l'enterrer. Après des heures passées à creuser dans les décombres, ils ont finalement dégagé un chemin assez large pour se faufiler. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a rendu tout le monde silencieux. L'air était dense, immobile et froid, portant une légère odeur de fumée et de bois vieilli. Contre le mur du fond se trouvait une table en bois couverte de bocaux scellés à la cire de livres, reliés en cuir et de cartes pliées dessinées à la main. Des dizaines de bougies fondues depuis longtemps dans le sol, en terre battue, entouraient un piédestal en pierre au centre de la pièce. Sur ce piédestal reposait un vieux crâne d'animal gravé de marques complexes. Le motif correspondait à d'anciens symboles spirituels des Appalaches, souvent liés aux traditions funéraires des Cherokees. Qu'est-ce qu'un survivaliste comme Eustace faisait avec des sculptures rituelles et des objets cérémoniels cachés sous terre? Certains ont émis l'hypothèse que c'était là qu'Eustace effectuait ses études spirituelles. Mêlant les traditions indigènes à sa propre philosophie sur le lien entre l'homme et la terre sur un mur, était accrochée une photographie encadrée très délavée, montrant un jeune Eustace debout à côté de son père, près de ce qui semblait être une étrange formation rocheuse. Les habitants qui ont analysé la photo plus tard ont réalisé que la formation ne pouvait être vue que de l'intérieur d'une section spécifique des tunnels, suggérant qu'Eustace avait peut-être recréé un site sacré de son enfance. En examinant les livres, l'équipe a découvert des pages remplies de réflexions personnelles des entrées qui brouillaient la frontière entre le survivalisme et le mysticisme. Il a écrit qu'il entendait les battements de cœur de la terre, qu'il suivait les chuchotements du sol, qui le conduisaient au lieu de repos d'une sagesse ancienne. Il était clair que cette pièce n'était pas destinée à l'entreposage ou à la fuite, mais à la préservation. Des artefacts tapissaient les murs, des pointes de flèches, des poteries brisées, des peaux d'animaux, et même des outils faits à la main qui semblaient plus anciens que tout ce qu'Eustace aurait pu fabriquer seul. Certains objets portaient des étiquettes telles que « Écho des anciens » ou « Retour à la lumière ». C'était comme s'il construisait un musée sous la montagne, protégeant des reliques qui n'appartenaient à aucune génération. Mais une découverte a changé le ton de l'ensemble des fouilles. Cachée dans un coffre en bois sous le piédestal, une lettre scellée à la cire, adressée simplement au prochain auditeur. Le message de la lettre était bref, mais obsédant. Si vous avez trouvé cet endroit, c'est que la montagne a choisi de vous révéler ce que l'homme a tenté d'oublier. Ne dérangez pas ce qui j'ai pas ce qui dort. Les tunnels sont vivants, et ils se souviennent. L'écriture était tremblante, mais indubitablement celle d'Eustache. Après avoir lu ces mots, l'équipage a décidé de ne pas toucher à la chambre, et de la refermer comme ils l'avaient trouvée. Pourtant, aucun d'entre eux n'a pu se défaire de l'étrange sensation que quelque chose d'ancien avait été réveillé. Certains disent que la terre elle-même semble différente maintenant autour de l'île de la Tortue, tranquille mais vigilant comme si les tunnels d'Eustace avaient vraiment un poule propre. Dans les semaines peut-être qui ont suivi la découverte de la salle interdite, les collines autrefois tranquilles, qui entourent la réserve de Turtle Island, sont devenues le centre de l'attention. Historiens archéologues et même spécialistes de la spiritualité se sont rassemblés pour étudier ce qu'Eustace Conway avait construit. Pourtant, plus ils en découvraient, plus il devenait évident que ces tunnels n'avaient pas pour but de se cacher, mais de donner un sens à leur existence. Chaque passage, chaque chambre et chaque gravure semblaient former une histoire, comme si Eustache avait transformé la montagne elle-même en un journal de ses croyances. Plus il regardait en profondeur, plus des motifs apparaissaient. Le tracé des tunnels n'était pas aléatoire. Il suivait une séquence délibérée qui reflétait un cycle de vie. La première chambre symbolisait la survie remplie de nourriture, d'outils et de fournitures conservées. La deuxième représentait la connaissance avec des étagères de livres, des bocaux et des notes sur la médecine naturelle et la philosophie. La troisième, la chambre interdite, était consacrée à la mémoire où l'esprit de l'homme rencontre le silence de la terre. Chaque niveau reflète ses enseignements sur l'harmonie entre l'homme et la nature. Eustache ne fuyait pas la société,
Il gravait le message de sa vie dans la terre elle-même. Ses journaux rédigés dans un langage à la fois prudent et poétique laissent entendre que les tunnels sont ses racines de liberté. Il écrit « Lorsque le monde oubliera la nature, je la construirai sous leurs pieds. » Pour lui, aller sous terre n'est pas une fuite. Il croyait que tout comme les arbres tirent leur vie du sol, l'homme devait retourner à la terre pour redécouvrir la vérité. Les archéologues ont remarqué quelque chose d'autre. Chaque tunnel s'aligne presque parfaitement sur des éléments naturels en surface, une source, une crête, un bosquet de chênes. Lorsqu'il est cartographié du dessus, le tracé forme ce qui ressemble à un arbre. Les branches représentées par les tunnels, le tronc par le puits principal menant à la surface. Ce n'était pas un hasard. Eustache avait conçu son monde souterrain comme un symbole vivant, où chaque tournant reflétait le dessin de la nature. La façon dont les tunnels semblent s'aligner sur les lignes magnétiques naturelles du sous-sol, que seuls des instruments géologiques perfectionnés peuvent détecter, est encore plus surprenante. Pourtant, Eustache l'avait fait il y a des décennies, guidé uniquement par son instinct. Les habitants qui l'ont connu disent qu'il parlait souvent d'écouter la force d'attraction de la montagne. Peut-être qu'il ne faisait pas de poésie, mais qu'il le sentait vraiment. Les spécialistes du folklore des Appalaches ont par la suite comparé sa construction aux anciens sanctuaires terrestres où les chercheurs spirituels descendaient sous terre pour se reconnecter au monde des esprits. Ces tunnels n'étaient pas seulement des abris physiques, mais aussi des couloirs spirituels. Ils racontaient l'histoire d'une transformation de la descente de l'humanité dans l'obscurité pour redécouvrir la lumière. Au fil du temps, la légende d'Eustache est passée de celle d'un simple montagnard à celle d'un visionnaire qui voyait la Terre comme un être vivant. Ces tunnels n'avaient pas pour but de survivre. Ils étaient un sermon écrit non pas à l'encre, mais dans l'argile et la pierre. Pourtant, un tunnel défie toujours l'explication, le dernier qui mène à la rivière. Sa conception était trop délibérée, sa direction trop parfaite. Certains disent qu'il mène à une énergie naturelle, une source cachée sous les montagnes. D'autres pensent qu'il mène à quelque chose, que Eustache a trouvé quelque chose dont il n'a jamais parlé à personne. Ce qui est certain, c'est que ces tunnels ont changé notre perception de lui pour toujours. Eustace Conway n'était pas seulement un homme de la nature sauvage, il en faisait partie. Son dernier message gravé sous les Blue Ridge Mountains murmure encore aujourd'hui que la liberté ne vit pas en surface. Il pousse en dessous. Lorsque les experts ont finalement suivi les coordonnées écrites dans le dernier journal d'Eustace Conway, ils se sont retrouvés au cœur de la nature sauvage des Appalaches, à des kilomètres de la réserve de Turtle Island. Le chemin les a conduits dans une forêt dense où l'air semblait vierge, le silence épais et pesant. Après des jours de recherche, ils tombèrent sur une petite ouverture près d'une source qui se jetait directement dans la rivière Watauga. L'entrée semblait naturelle, mais une inspection plus poussée révéla le même travail de poutre artisanale que dans les tunnels d'Eustache. C'était là la suite de son réseau souterrain, l'endroit que ses écrits appelaient le chemin du retour. En descendant dans le puits étroit, ils trouvèrent des signes de la présence d'Eustache, de vieilles bougies, des ganses de cuir et un tabouret de fortune taillé dans des racines d'arbres. Le tunnel s'incurva sur plusieurs centaines de pieds avant de déboucher sur une chambre circulaire en pierre. Contrairement aux pièces précédentes, celle-ci était différente, plus simple, plus propre, presque sacrée. Au centre se trouvait un simple coffre en bois couvert de poussière. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée, se trouvait la dernière note d'Eustache. L'écriture tremblait, mais restait claire. « Si vous êtes ici, c'est que vous avez trouvé le bout de mon chemin. Je l'ai construit non pas pour me cacher du monde, mais pour lui rappeler ce qu'est la liberté. Cela a l'air d'être un bon endroit. Je vois un tas d'arbres abattus. À toi, juste là. Comment ça s'est passé pour vous dans cette grosse tempête? Il y avait du vent, mais notre cabane est restée en bon état. » À 64, Eustace Conway a enfin confirmé ce que ses fans murmuraient depuis des décennies. Connu comme l'homme qui a troqué le confort moderne pour la beauté sauvage, Eustace a toujours été un mystère enveloppé de simplicité. Mais cette fois, il parle ouvertement, révélant la vérité derrière la mission de sa vie, et c'est bien plus personnel que quiconque ne l'imaginait. De la façon dont il a construit l'île de la Tortue, aux batailles silencieuses qu'il a menées loin des caméras, sa confession ne laisse aucun doute. L'homme qui a inspiré des millions de personnes par sa rude autonomie portait un secret depuis le début. Avant de découvrir ce qu'il a finalement admis,
Assurez-vous de vous abonner, car cette révélation change tout ce que nous pensions savoir sur lui. Bien avant cette révélation, les signes étaient déjà là pour ceux qui y prêtaient attention. Les visiteurs de l'île de la Tortue ont souvent décrit Eustace comme un homme calme, mais agité, dont les yeux portaient le poids de vérités inexprimées. Les membres de l'équipage de Mountain Men se souviennent qu'il s'interrompait au milieu d'une conversation, le regard perdu dans la forêt comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Lorsque ses interlocuteurs l'interrogeaient sur son passé ou sur ce qui l'avait poussé à abandonner la civilisation, il se défilait avec un sourire tranquille. Les habitants de Boone, en Caroline du Nord, se souvenaient de chuchotements sur des conflits familiaux, des problèmes juridiques et des litiges fonciers qui semblaient le hanter. Pourtant, Eustache n'a jamais dit de mal de personne. Il a simplement continué à construire, à couper du bois et à vivre selon son code. Pourtant, ses proches ont commencé à remarquer des tendances. Il évitait les caméras, certains jours tenait des journaux que personne n'était autorisé à lire et parlait de protéger quelque chose de plus grand que lui. D'anciens apprentis ont même déclaré qu'Eustache disparaissait parfois dans la forêt pendant des jours, sans explication, revenant avec un regard distant et un carnet rempli de croquis et de notes énigmatiques. Certains pensaient qu'il enregistrait quelque chose de plus que de simples observations de la nature. D'autres ont chuchoté qu'il testait la terre mesurant quelque chose que lui seul comprenait. Même la façon dont il gérait l'île de la Tortue a subtilement changé au fil du temps. Des structures ont été déplacées, certaines zones ont été clôturées et des zones entières ont été déclarées interdites d'accès. « Il ne se contente pas de vivre ici », a dit un jour un ami. Il garde quelque chose. Chaque petit indice laissait penser que derrière la voix calme et la vie simple, il y avait une histoire plus profonde qu'il n'était pas prêt à partager. Ce qui avait commencé comme un refuge paisible sur l'île de la Tortue est rapidement devenu un champ de bataille entre sa vision et les règles de la société. Au fil des ans, il a dû faire face à d'innombrables inspections, violations de zonage et poursuites judiciaires, tout cela, parce que son mode de vie ne correspondait pas aux règles du monde. Il a dit un jour que la liberté n'existe pas sur le papier, mais dans la terre sous vos pieds, une déclaration qui définira plus tard sa philosophie. Ses amis se souviennent des nuits où il s'asseyait près du feu, regardant fixement les flammes, marmonnant qu'ils ne laisseront plus jamais les gens vivre libres. Les autorités locales l'accusent d'opérer sans permis, tandis que les producteurs de médias le poussent à exagérer sa personnalité pour faire de l'audience. Mais Eustache résiste. Il refuse de simuler la nature sauvage, même si cela lui coûte des contrats et des partenariats. Ses combats n'étaient pas seulement juridiques, ils étaient aussi spirituels. Des lettres d'anciens compagnons révèlent à quel point le conflit l'a profondément marqué. Dans l'une d'elles, il écrit « Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour avoir le droit de vivre la vérité ». Plus il essayait de prouver que l'harmonie avec la nature était possible, plus il était incompris. Sa terre est devenue à la fois un sanctuaire et un symbole, une rébellion vivante contre tout ce que la société exigeait. Certains prétendent tant qu'à son point le plus bas, il a failli quitter complètement l'île de la Tortue, fatigué des interférences incessantes. Pourtant, quelque chose le retenait, quelque chose qu'il ne pouvait pas lâcher. Il a dit à un ami proche que si je partais, le message mourrait avec moi. Ce message, quel qu'il soit, est devenu son vœu tacite. L'homme qui apparaît calme à l'écran mène une guerre privée pour l'authenticité. La vérité et le droit d'exister en dehors du système qui tente de le réduire au silence. Derrière le visage usé par les intempéries et la présence calme d'Eustache Conway se cache un homme qui porte des années de poids émotionnel que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Pour le monde extérieur, il est l'incarnation parfaite de la liberté sauvage, un homme qui a conquis la nature et qui vit sa vie selon ses propres termes. Mais ceux qui l'ont vraiment connu ont dit que la solitude avait un prix élevé. Eustace avait renoncé à plus que le confort et la technologie, il avait renoncé à la connexion. Au fil des décennies, son dévouement à l'île de la Tortue a envahi chaque parcelle de son existence. Il disait souvent que la terre ne ment jamais, mais ceux qui ont travaillé à ses côtés ont remarqué que ses yeux racontaient une histoire de solitude. Il n'avait pas de femme, pas d'enfants, et peu d'amitié durable. Chaque visiteur qui quittait l'île de la Tortue emportait avec lui une petite partie de son cœur. Les apprentis allaient et venaient, certains
ne restant que quelques jours d'autres des mois. Mais Eustache laissait rarement quelqu'un s'approcher suffisamment pour comprendre ce qui le hantait vraiment. Il lui arrivait de passer des nuits entières près du feu à écrire son journal à la lueur d'une lanterne. Il y consignait ses réflexions sur l'évolution du monde sur ses parents et sur sa profonde crainte que l'humanité ne soit en train d'oublier comment vivre honnêtement. Dans un texte découvert plus tard par un ancien élève, Eustache écrit « J'ai construit cet endroit pour me rappeler qui nous étions, mais parfois j'oublie qui je suis. » Ces mots ont résonné dans les collines comme un aveu chuchoté aux arbres. Il parlait souvent de son père Eustache Hessier, un homme strict qui croyait au travail et à la discipline. Leur relation avait été tendue, marquée par l'admiration et la déception. Son père ne comprenait pas pourquoi son fils avait rejeté une vie d'éducation et de confort pour des sols en terre battue et des cabanes construites à la main. Pourtant, c'est ce même rejet qui a façonné Eustache pour en faire ce qu'il est devenu, un homme à la recherche de la vérité à travers la douleur. 9. Un autre passage, admet-il. Je pensais qu'en quittant le monde, je trouverais la paix. Au lieu de cela, j'ai trouvé un miroir. Chaque tempête qui déchirait l'île de la Tortue ressemblait à la nature qui reflétait sa propre agitation. La mort d'Amy, le départ d'apprenti. La lutte constante contre la bureaucratie, tout cela l'a lentement ébranlé. Pourtant, même dans ces moments les plus sombres, il n'a jamais cessé de construire, d'enseigner. Sa douleur est devenue son maître, et c'est grâce à elle qu'il a trouvé sa raison d'être. Lorsque les caméras des montagnards ne tournaient pas, il s'asseyait souvent sur un rondin, à l'extérieur de sa cabane, regardant les bois dans un silence total. Les membres de l'équipe ont déclaré que ces moments pouvaient durer des heures. C'est comme s'il parlait à quelque chose là-bas, s'est souvenu l'un d'entre eux. Personne ne pouvait dire si c'était la nature, ses souvenirs ou ses regrets, mais une chose était sûre. Le silence d'Eustache parlait plus fort que les mots, ne pourrait jamais le faire. C'est dans ce silence qu'il a affronté les fantômes de ses choix, la douleur de l'isolement et la vérité tacite que la liberté peut aussi être solitaire. Au fond de lui, il savait que la nature sauvage ne faisait pas que le façonner, elle le révélait. Et cette révélation aussi douloureuse, soit-elle le conduirait bientôt, au moment où il révélerait enfin au monde tout ce qu'il avait gardé caché. C'est au début des années 2024 que tout a commencé à changer pour Eustace Conway. Cet homme calme et réfléchi qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à fuir l'attention a finalement décidé de révéler la vérité sur l'œuvre de sa vie. Pendant des années, les gens ont spéculé sur ses motivations. Certains pensaient que Turtle Island était simplement un paradis pour les survivalistes, tandis que d'autres soupçonnaient qu'il s'agissait d'un refuge contre quelque chose de plus sombre. Mais ce qui s'est passé ce matin d'hiver, lors d'une interview privée hors caméra, avec une équipe de documentaristes, allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur lui. Eustace a accepté de parler non pas en tant que personnalité de la télévision, non pas en tant qu'icône de la nature sauvage, mais en tant qu'homme qui avait finalement fait la paix avec son passé. Assis sur un banc grossièrement taillé dans du cèdre tombé au sol, il a regardé dans la brume et a dit « Je ne suis pas venu ici pour fuir le monde. Je suis venu ici pour le comprendre. » Ces mots ont donné le ton à ce qui est devenu l'une des conversations les plus révélatrices de sa vie. L'intervieweur a insisté doucement, lui demandant ce qu'il voulait dire. Eustache prend une longue inspiration, ses mains cailleuses, reposant sur ses genoux. « Les gens pensent que j'ai construit l'île de la Tortue pour m'évader, dit-il. Mais ce que j'ai vraiment construit, c'est un miroir pour l'humanité. Il explique que chaque leçon, chaque cabane, chaque élève qui passe par son camp fait partie d'une expérience vivante. Il voulait prouver que l'on pouvait encore vivre librement, honnêtement et en harmonie avec la terre. Mais il voulait aussi voir si quelqu'un n'avait encore le courage de le faire. Avec le temps, il s'est rendu compte que la plupart des gens ne l'avaient pas. Ils aiment l'idée, dit-il, mais ils ont peur de la vérité. L'équipe a décrit un poids visible qui s'est détaché de lui pendant qu'il parlait. Pour la première fois, Eustace semblait prêt à parler de la douleur de l'isolement et de l'incompréhension qui accompagnait la mission de sa vie. Il a admis qu'il avait passé des années à lutter contre la culpabilité. La culpabilité d'avoir laissé derrière lui des gens qui l'aimaient, la culpabilité d'avoir regardé la société se décomposer pendant qu'il se cachait dans les bois
et la culpabilité d'avoir gardé le silence pendant que le monde s'éloignait de la nature. Chaque arbre que j'ai coupé, chaque toit que j'ai construit était un moyen de faire la paix avec le fait que je ne pouvais pas sauver tout le monde, a-t-il avoué. Il a révélé que ce qui l'avait finalement poussé à parler n'était pas la célébrité, l'argent ou la curiosité du public, mais la peur. La peur que lorsqu'il ne serait plus là, son message mourrait avec lui. J'ai survécu à certaines des personnes dont je pensais qu'elles porteraient le flambeau, a-t-il dit doucement, et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait peut-être pas d'elles. Il s'agissait pour moi de trouver le courage de dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le vent hurlait à travers les arbres, comme si la nature elle-même l'écoutait. Il s'est arrêté à regarder la crête au loin, et a dit tranquillement « Les gens m'ont traité de fou pour avoir quitté la société, mais peut-être que j'ai vu ce qui allait arriver avant eux. » Ce jour-là, pour la première fois depuis des décennies, Eustace ne s'est pas caché derrière des métaphores ou des demi-réponses. Il a confirmé que sa vie dans la nature était plus qu'une simple survie. C'était sa façon d'avertir le monde. La terre vous apprend tout, disait-il, mais seulement si vous êtes prête à l'écouter. Son ton portait à la fois la fierté et la tristesse. La fierté de ce qu'il avait construit et la tristesse que si peu de gens l'aient vraiment compris. Ceux qui étaient présents ont dit qu'ils avaient l'impression qu'un chapitre de l'histoire se refermait sous leurs yeux. À partir de ce moment-là, Eustache n'était plus seulement un montagnard. Il devint un messager enfin prêt à raconter l'histoire qu'il avait habitée pendant toutes ces années. La suite allait redéfinir tout son héritage, laissant même ses plus fidèles partisans abasourdis par ce qu'il révélait enfin. Lorsque Eustache prononça enfin les mots qui allaient changer la façon dont le monde le voyait, il y eut un long silence. Il a pris une grande inspiration, a regardé les chênes imposants autour de sa cabane et a déclaré « Je n'ai jamais construit l'île de la Tortue uniquement pour moi. Il n'a jamais été question d'isolement, mais plutôt de transformation. Les personnes assises à proximité se penchent incertaines de ce qu'il veut dire, mais l'expression de son visage est sans équivoque. Eustache ne se confesse pas par regret, il révèle une vérité qu'il habite depuis des décennies. Il a expliqué que chaque parcelle de l'île de la Tortue avait été construite pour représenter quelque chose, les cabanes pour l'autonomie, la terre pour l'humilité, la nature sauvage pour l'équilibre. Il a dit qu'il voulait prouver que les humains pouvaient encore coexister avec la nature sans la détruire. « Je ne fuyais pas la société, disait-il fermement, je l'étudiais. » Pendant des années, Eustache a vu le monde extérieur s'effondrer sous son propre poids, la pollution, la cupidité, la déconnexion, et il a voulu montrer qu'une autre façon de vivre était encore possible. Les gens pensaient que je me cachais, a-t-il poursuivi, mais en réalité, je construisais un exemple, une réponse vivante à tout ce qui a mal tourné. C'est alors que la vérité a frappé tous ceux qui écoutaient. Eustache n'était pas un ermite. Sa vie entière a été une longue expérience d'endurance humaine, de croissance spirituelle et de vérité écologique. Il a avoué que l'idée de l'île de la Tortue n'est pas née d'une rébellion, mais d'une révélation. Après avoir parcouru le pays dans sa jeunesse, traversé les États à cheval et dormi à la belle étoile, il a constaté à quel point les gens s'étaient détachés du monde naturel. « J'ai vu les gens perdre leur esprit, dit-il. Ils ne remarquent même plus les étoiles. » C'est à ce moment-là qu'il a décidé de consacrer sa vie à quelque chose de pur, quelque chose qui ne soit pas touché par le bruit du monde moderne. Il a qualifié l'île de la Tortue de musée vivant de la vérité, un lieu où l'on se souvient de ce que nous étions avant que le confort ne nous fasse oublier. Il a révélé que depuis plus de 3 décennies, il enregistre chaque changement dans la terre, chaque tempête, chaque comportement animal, et même les changements subtils dans le comportement humain de ses élèves. « La nature parle, disait-il. Il suffit d'écouter suffisamment longtemps pour l'entendre. » Les caméras ont capturé une facette d'Eustache que peu de gens avaient jamais vue, vulnérable, émotive, mais totalement en paix. Il a regardé l'objectif et a admis que les gens ont toujours pensé que j'étais difficile à comprendre. C'est parce qu'ils écoutaient mes paroles au lieu de regarder mes actions. Puis est venue la déclaration qui a confirmé ce que les fans avaient toujours soupçonné. Tout ce que j'ai fait ici, chaque morceau de bois, chaque leçon, chaque combat, n'a jamais eu pour but de survivre à la nature. Il s'agissait de se rappeler comment être humain. Cette simple phrase a provoqué une onde de choc dans la communauté de la nature sauvage en ligne
lorsque les images ont été divulguées. Il a tout recadré, les apparitions télévisées, les rumeurs, les années de silence. Eustache ne se retirait pas du monde, il essayait de le reconstruire une leçon à la fois. Et avec cette révélation, le mystère entourant sa vie a commencé à prendre tout son sens. Après la révélation d'Eustache, le monde a commencé à voir l'île de la Tortue sous un jour complètement nouveau. Ce que beaucoup considéraient comme un projet excentrique hors réseau a soudain été reconnu comme l'une des expériences environnementales et philosophiques les plus profondes de l'époque moderne. Eustache a expliqué que sa vision n'était pas seulement de survivre dans la nature, mais de reconstruire un pont entre l'homme et la nature, une génération à la fois. Il a avoué qu'au fil des ans, des centaines d'apprentis avaient franchi les portes de Turtle Island, apprenant non seulement à sculpter le bois et à construire des abris, mais aussi à désapprendre, à dépendre du monde moderne. Il avait discrètement construit un réseau d'étudiants qui transmettaient ses leçons dans les villes, les écoles et les communautés de tout le pays. Il pense que l'héritage est cette terre, dit-il, mais le véritable héritage, ce sont les gens qui se souviennent. Pendant des décennies, il a documenté leur croissance. Des lettres, des photos, des journaux, tous enfermés dans sa cabine. Lorsqu'il ouvre enfin ses journaux à l'équipage de Lady Fox, ils sont stupéfaits. Chaque page était remplie de réflexions manuscrites, de croquis et même de prédictions sur l'avenir de l'humanité. Eustache avait tout consigné: les cycles météorologiques, les migrations animales, les comportements des élèves, formant un dossier détaillé sur l'évolution des monsas naturels et humains au fil du temps. C'est la preuve, disait-il, en montrant les pages, que nous pouvons vivre différemment. Mais Eustache a également révélé quelque chose de plus sombre. Il a admis que sa mission avait failli le détruire plus d'une fois. Des années de difficultés financières, de partenariats ratés et de trahison de la part de ceux qui n'avaient pas compris son objectif ont laissé de profondes cicatrices. Il a parlé de personnes qui avaient promis de protéger l'île de la Tortue, mais qui, au lieu de cela, ont essayé de la commercialiser, vendant son image tout en déformant son message. Le monde voulait un héros de télévision. A-t-il dit avec amertume, mais je n'étais qu'un homme qui essayait de vivre honnêtement. À un moment donné, la pression est devenue tellement insupportable qu'il a envisagé de vendre complètement la terre. Mais un soir, alors qu'il marchait dans la forêt, une seule phrase l'a arrêté net. La terre ne t'appartient pas, elle appartient à ceux qui la respectent. Ce soir-là, il a fait le vœu de continuer quel qu'en soit le prix. Il a ensuite révélé qu'au cours des dernières années, il avait discrètement commencé à former un groupe de jeunes gens triés sur le volet qu'il appelait les gardiens pour hériter de la mission de Turtle Island. Il ne s'agissait pas d'apprentis ou de volontaires de la télévision. Il s'agit d'étudiants choisis pour leur esprit et non pour leur renommée. Ils apprennent tout ce que je sais, dit-il avec fierté. Lorsque je ne serai plus là, ils continueront à transmettre le message. Les yeux remplis d'émotion, il ajoute: Vous voyez, je n'ai pas construit cet endroit pour qu'il dure toute ma vie. Je l'ai construit pour qu'il me survive. Ces mots sont devenus le point de départ de son héritage. L'homme dont on se moquait autrefois parce qu'il vivait dans le passé avait en fait toujours préparé l'avenir. Son histoire n'était plus seulement une question de survie, mais d'éveil. Et lorsque sa vérité a enfin été révélée, même ses critiques les plus sévères ont été forcés d'admettre qu'Eustace Conway avait raison depuis le début. Au fur et à mesure que les paroles d'Eustace se répandaient, les fans et les anciens élèves ont inondé les médias sociaux de messages de gratitude et d'incrédulité. L'homme qu'ils avaient autrefois considéré comme mystérieux ou distant avait finalement confirmé ce qu'ils avaient toujours ressenti. Eustace Conway ne se contentait pas de vivre dans la nature, il vivait dans un but précis. Dans son message enregistré suivant sa voix, tremblait légèrement lorsqu'il déclara « Je n'ai pas fait cela pour la célébrité. J'ai fait cela pour rappeler aux gens que nous n'avons jamais été censés être séparés de la terre. » Il s'est arrêté regardant la forêt tranquille derrière lui. Tout ce dont nous avons besoin pour survivre est déjà là. Nous avons simplement oublié comment écouter. Sa confession a touché une corde sensible chez des millions de personnes. D'anciens apprentis ont raconté comment une seule leçon d'Eustache avait changé leur vie, comment il leur avait enseigné la patience, le respect et la gratitude pour les plus petites choses. D'autres se souviennent des soirées au coin du feu où il parlait de la liberté non pas comme d'une idée, mais comme d'une responsabilité.
On ne peut pas être libre, disait-il, si on ne peut pas se nourrir ou soigner la terre sur laquelle on marche. Cette sagesse est devenue le dernier message qu'il a adressé au monde. L'autonomie n'est pas une question d'isolement, mais de reconnexion. À la fin de l'entretien, Eustace essuie une larme sur sa joue usée par le temps. Il m'est difficile d'évaluer la psychologie profonde de ces hommes, mais pour autant que je puisse en juger, ils sont menacés par quiconque ne correspond pas à leur paragraphe parfait sur leur croustillant noir et blanc. Il y a quelques instants, des informations de dernière minute ont confirmé que des agents du FBI avaient officiellement découvert un bunker souterrain caché sous la réserve de Turtle Island d'Eustace Conway. L'homme autrefois considéré comme le dernier homme américain a vécu dans la solitude pendant des décennies, enseignant le survivalisme et le mode de vie naturel à des milliers de personnes. Mais ce que le FBI vient de trouver sous sa propriété pourrait bien changer tout ce que nous pensions savoir sur lui. Selon certaines sources, la découverte a été faite tôt ce matin, après l'arrivée d'un convoi banalisé sur ces terres montagneuses isolées en Caroline du Nord. Les habitants ont vu les agents encercler la propriété et apporter du matériel lourd. En l'espace de quelques heures, une trappe métallique dissimulée sous le sol de la forêt a été mise au jour, révélant un système de tunnels dissimulé qui s'étendait profondément sous terre. Des témoins affirment maintes que les visages des agents ont pâli au moment où la première porte s'est ouverte. Quoi qu'Eustace cachait là-dessous, ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car la vérité sur ce qui se cache sous Turtle Island est plus troublante que vous ne pouvez l'imaginer. Pendant des décennies, Eustace Conway a été célébré comme un pionnier des temps modernes, un homme qui s'est éloigné des commodités de la civilisation pour vivre comme nos ancêtres. Sa réserve de Turtle Island est devenue un sanctuaire pour ceux qui recherchent la simplicité, un endroit où les élèves ont appris à faire du feu à la main, à tannir les peaux et à vivre de la terre. Mais derrière cette image publique, quelque chose d'autre se dessinait discrètement. Les habitants ont commencé à parler d'une activité inhabituelle autour de la réserve. Longtemps après la tombée de la nuit, le bruit de machines lourdes résonnait dans les bois. Des cargaisons massives d'acier et de béton ont été transportées sous des bâches. Un chauffeur de camion a admis plus tard qu'on lui avait dit de ne jamais poser de questions, de décharger et de partir. Lorsqu'il a été interrogé, Eustace a balayé le bruit comme s'il s'agissait d'un simple travail de maintenance. Pourtant, il y a quelques mois, des images satellites ont révélé d'étranges contours géométriques sous le sol, des motifs bien trop organisés pour être naturels. Les internautes ont soupçonné l'existence d'une zone de stockage secrète, voire d'un abri anti-atomique. Mais aujourd'hui, après la découverte du FBI, il est clair qu'il s'agit d'un projet bien plus sophistiqué. L'entrée du bunker était cachée derrière une fausse section de la rive du ruisseau camouflée par de la mousse et des pierres. Elle se fondait si harmonieusement dans l'environnement que même des enquêteurs expérimentés ne l'avaient pas remarqué lors des inspections précédentes. La question qui hante désormais tout le monde est la suivante. Pourquoi un homme qui prêchait la transparence et l'harmonie avec la nature a-t-il construit quelque chose d'aussi secret et industriel sous ces terres? Les autorités ont laissé entendre que les forces de l'ordre fédéral ont eu connaissance du site pour la première fois après qu'un informateur confidentiel a fourni des preuves de construction souterraine non autorisées. Ce qui avait commencé comme une simple violation du zonage s'est transformé en une opération fédérale de grande envergure. Selon les rapports, Eustace était introuvable lorsque les agents sont arrivés. Sa cabine était vide, la nourriture toujours sur le comptoir, un journal à moitié écrit à côté de son lit. La dernière ligne disait simplement « Quand ils viendront, la montagne décidera qui restera ». Alors que l'aube se levait sur les Blue Ridge Mountains, l'équipe d'excavation du FBI est entrée en action. Sous les couches d'aiguilles et de pin et de terre, les agents ont déterré une trappe circulaire en acier dont la conception semblait presque militaire. Elle était state-of-the-art, avec des charnières renforcées suffisamment solides pour résister à une explosion. Il fallut près de 3 heures pour briser le premier joint. Lorsque la porte céda enfin, une bouffée d'air stagnant se déversa froid métallique et lourd d'une odeur d'huile. Ce que les agents ont vu à l'intérieur les a arrêtés net. Le tunnel d'entrée descendait brusquement dans l'obscurité bordée d'épais murs de béton
et de fils de cuivre courant comme des veines à travers le plafond. Des lampes de poche ont révélé des étagères de bocaux scellés, chacun étiqueté, avec des dates remontant à plus de 20 ans. Plus loin, le passage se divise en plusieurs couloirs menant à des sections qui semblent avoir des objectifs distincts. Une zone ressemble à une salle de contrôle avec des générateurs des panneaux de commutation et des banques de batteries alimentées par l'énergie solaire et hydroélectrique. Une autre chambre est empilée du sol au plafond avec des produits secs, des rations d'urgence et des fournitures médicales, le tout méticuleusement organisé. Mais ce ne sont pas les fournitures qui troublent les enquêteurs, c'est la présence de vieilles cartes et de plans dessinés à la main étalés sur une table centrale. Ils montrent non seulement l'île de la Tortue, mais aussi plusieurs comtés environnants, chacun marqué par des symboles codés et des notes manuscrites telles que phase un périmètre signal sud et ligne de renfort. Les agents commencent à soupçonner qu'ils sont tombés sur quelque chose qui va bien au-delà de l'espace de stockage d'un survivaliste. Dans une armoire scellée, ils découvrent des carnets cryptés, des pages remplies de coordonnées et de références au confinement, aux zones de surveillance et au déclenchement d'une urgence. Personne ne peut expliquer ce que tout cela signifie. Un officier a déclaré plus tard à la presse locale en privé qu'il s'agissait du genre d'endroit construit non pas pour survivre à la nature, mais pour survivre à quelque chose d'autre. En s'enfonçant plus profondément, les enquêteurs ont réalisé que le bunker était bien plus grand que ce que l'on imaginait, s'étendant sur plusieurs niveaux souterrains, creusés directement dans la montagne elle-même. Lorsque le FBI a atteint le 2e niveau du bunker, même les agents chevronnés ont admis qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable. Plus ils avançaient par eux, plus l'endroit devenait étrange. Contrairement à l'étage supérieur qui semblait pratique, rempli de nourriture, d'outils et de matériel de survie, la section inférieure semblait presque scientifique. Des récipients en verre étaient alignés sur les murs, chacun rempli d'organes d'animaux conservés, d'échantillons de sol et d'étiquettes manuscrites. Certains étaient marqués de noms d'espèces que l'on ne trouve que dans cette région. Une table de laboratoire improvisée se trouvait au centre, couverte de microscopes, de carnets et de flacons étiquetés avec des codes étranges comme Strasbourg et Voodoo's Strain. Mais ce qui a le plus troublé les enquêteurs, c'est un carnet de notes ouvert sous une lumière vacillante. À l'intérieur se trouvaient des pages décrivant la préservation de l'écosystème par l'isolement et le repeuplement contrôlé d'espèces naturelles. Pour un œil non averti, cela aurait pu ressembler à des notes de biologistes, mais pour les agents, cela laissait présager quelque chose de beaucoup plus important, peut-être même expérimental. À proximité, ils ont trouvé du matériel de communication, des radios à ondes courtes, des émetteurs cryptés et des antennes reliées à un long câble qui s'étendait à travers la montagne, peut-être jusqu'à un récepteur déguisé à l'extérieur. Il semble que Stas ait construit son propre réseau souterrain. Un agent a émis l'hypothèse qu'il aurait pu intercepter des fréquences, peut-être surveiller les canaux gouvernementaux ou même communiquer avec d'autres personnes hors réseau. Des bandes étiquetées Intercept A à Intercept H étaient empilées à côté des émetteurs, mais avant que les agents ne puissent les examiner, les autorités fédérales ont scellé la zone. Ce qui a été enregistré n'a toujours pas été révélé à ce jour. Plus effrayant encore, une porte en acier scellée à l'extrémité du bunker a attiré l'attention de tous. Elle était équipée d'un clavier biométrique et d'un scanner d'empreintes de main, une technologie bien au-delà de ce que l'on s'attendait à trouver dans la maison d'un survivaliste rustique. L'agent principal ordonna qu'on l'ouvre. Des étincelles jaillirent lorsqu'elles traversèrent la serrure, l'écho du grincement du métal emplissant le bunker. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, tous les faisceaux des lampes de poche se figèrent sur ce qui se trouvait à l'extérieur. Selon un initié anonyme, cette vision a changé le ton de toute l'enquête. Derrière la lourde porte en acier se trouvait une pièce différente de tout ce que les agents avaient vu auparavant. Elle était plus petite, plus froide, et éclairée par une seule ampoule vacillante qui bourdonnait faiblement au-dessus de leur tête. Empilées le long des murs en béton, de vieilles cassettes VHS, des enregistreurs audio à bobine et des boîtes usagées portant des dates manuscrites. Certaines étiquettes remontaient au début des années 1990, mais ce qui a donné des frissons à l'équipe d'enquêteurs, ce sont les noms griffonnés à côté de ces dates, des noms de personnes des comtés voisins, dont certaines avaient disparu depuis des années. Les cassettes ont été immédiatement confisquées
et les agents ont commencé à lire les premières bobines à l'aide de l'un des vieux projecteurs trouvés dans les environs. Les images montraient de longues séquences continues des bois environnants, certaines de nuit, d'autres sous la pluie, toujours à partir de points d'observation cachés. De temps en temps, une personne apparaissait dans le cadre sans savoir qu'elle était filmée. La caméra faisait un zoom avant restait stable, puis coupait brusquement. Certaines bobines portaient les initiales EC, d'autres des numéros suivis du mot subject. Selon des fuites non vérifiées, plusieurs images montraient des agents fédéraux surveillant l'île de la Tortue il y a des années. Preuve peut-être qu'Eustace avait lui-même été observé. Mais ce n'est pas tout. L'une des boîtes contenait des cartes avec des ficelles rouges reliant des sites éloignés à travers les Appalaches. Chaque point était étiqueté Node, suivi d'un numéro. Les enquêteurs pensent sans qu'il pourrait s'agir d'autres sites souterrains peut-être construits selon le même modèle. Le long d'un mur se trouvait une table remplie de polaroïdes, des centaines représentant des animaux sauvages, des ciels nocturnes et parfois des visages humains. La dernière pile de photos, cependant, semblait avoir été mise en scène. Des personnages debout, dans une clairière disposée en formation symétrique, comme s'ils faisaient partie d'un rituel oublié ou d'un message codé. Les autorités ont refusé de commenter la signification de ces images, mais un technicien anonyme aurait décrit la dernière cassette comme quelque chose que nous ne pourrons jamais revoir. À partir de ce moment-là, toutes les preuves provenant du bunker ont été scellées et transférées dans une installation de stockage classifiée. Quoi qu'Eustace y ait enregistré, le public n'était pas censé le découvrir. Dans les jours qui ont suivi la découverte du bunker, l'enquête s'est transformée en une opération de grande envergure impliquant les autorités fédérales et de l'État. Les agents ont établi un périmètre autour de la Turtle Island Preserve et l'accès à la propriété a été complètement restreinte. Les habitants des environs ont déclaré avoir entendu de faibles bruits mécaniques résonner dans la forêt la nuit comme des forages ou des générateurs fonctionnant dans les profondeurs du sol. Le FBI a refusé de faire des commentaires, mais des rumeurs ont commencé à se répandre parmi les habitants et les communautés en ligne qui suivaient de près la vie d'Eustache. Certains pensaient que le bunker faisait partie d'un réseau de survie qu'il construisait discrètement depuis des décennies, un refuge conçu pour préserver les connaissances humaines et les espèces naturelles en cas d'effondrement mondial. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un site de recherche gouvernementale qu'il avait découvert et pris en charge. Ce qui a vraiment déstabilisé tout le monde, ce sont les fuites qui suggèrent qu'Eustache n'aurait pas travaillé seul. Les agents auraient trouvé dans le bunker des lettres scellées dans du plastique écrites à des personnes non identifiées et signées uniquement d'un symbole ressemblant à un triangle, entrecoupé de 3 lignes. Les lettres contenaient un langage crypté, des phrases telles que la fenêtre de récolte se referme, et la crête se souviendra de celui qui a gardé le code. Les enquêteurs ont également découvert des piles de documents faisant référence au réseau de préservation avec des coordonnées menant à des endroits éloignés à travers le sentier des Appalaches. On ne sait toujours pas s'il s'agissait de zones de sécurité, de caches, de ressources ou de points de rencontre. Pendant ce temps, ceux qui ont étudié sous la direction d'Eustache ont eu du mal à digérer la nouvelle. Pour eux, il avait été un mentor, un professeur qui valorisait la pureté, la simplicité et le lien avec la terre. Mais maintenant, beaucoup se demandent s'ils ne l'ont pas aidé sans le savoir à construire quelque chose de bien plus grand et de plus secret que ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais imaginé. Alors que les journalistes pressaient le FBI de fournir des détails, l'agence a brusquement mis fin à toutes les réunions d'information publique. Officiellement, le site faisait désormais partie d'une enquête de sécurité nationale. Officieusement, les agents étaient toujours à l'intérieur de la montagne, déterrant couche après couche un monde caché construit par l'homme que tout le monde appelait autrefois le dernier vrai pionnier. En l'espace d'une semaine, l'histoire a explosé dans tout le pays. Les grands médias se sont rués sur la ville montagneuse endormie à la recherche du moindre détail sur ce qui avait été découvert sous l'île de la Tortue. Des images de drones ont filmé des convois de véhicules banalisés, quittant la propriété sous haute surveillance, certains transportant des caisses métalliques, scellées, d'autres entièrement recouverts de bâches noires. Des témoins oculaires ont affirmé qu'une autre équipe portant des combinaisons de protection avait pénétré sur le site quelques jours plus tard, alimentant la spéculation selon laquelle quelque chose de dangereux avait été découvert à l'intérieur du bunker. Des initiés anonymes ont laissé entendre que le FBI
avait confisqué des objets métalliques de composition inconnue, ainsi que des journaux codés faisant référence à des modèles vibratoires et à des lectures d'énergie. Pour un homme dévoué à la simplicité et à la nature, ces découvertes n'avaient pas de sens. Les forums Internet se sont enflammés pendant la nuit avec des théories farfelues. Eustace étudiait-il les anomalies magnétiques? Avait-il trouvé d'anciennes reliques enfouies sous le sol des Appalaches? Ou protégeait-il quelque chose que le gouvernement voulait cacher? Alors que la tension montait, Eustace lui-même était introuvable. Certains habitants ont juré l'avoir vu marcher vers le nord, à travers les bois juste avant l'aube, le jour de la descente de police. D'autres ont affirmé qu'il avait été arrêté discrètement et déplacé pour être interrogé. Aucune de ces affirmations n'a jamais été confirmée. D'anciens amis qui avaient travaillé avec lui ont commencé à s'exprimer. Certains défendent son héritage, d'autres admettent avoir vu des aperçus de son côté secret. Un apprenti se souvient qu'Eustache parlait parfois de la grande réinitialisation, un changement à venir qui effacerait l'ardoise pour ceux qui ont oublié les anciennes méthodes. Un autre se souvient avoir vu de grands plans étalés sur la table de sa cabine, montrant ce qui semblait être des chambres souterraines et des systèmes d'écoulement d'air. Pourtant, personne ne pouvait relier ces indices à l'ampleur de ce que les enquêteurs avaient découvert. Le silence du FBI n'a fait qu'épaissir le mystère. Il a publié une seule déclaration indiquant que les objets retirés de la propriété présentaient un intérêt pour l'enquête et qu'une analyse plus approfondie était en cours. Mais officieusement, c'est un shérif local qui a le mieux résumé la situation. Quoi qu'ils aient trouvé là-bas, ce n'était pas destiné à être vu par le public. Peu de temps après que le FBI a bouclé l'île de la Tortue, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire dans les montagnes environnantes. Des habitants vivant à des kilomètres de là ont déclaré avoir entendu de profonds bourdonnements mécaniques résonner dans la forêt après minuit, une faible vibration qui faisait trembler les fenêtres et fuir les animaux. Des chasseurs ont parlé d'hélicoptères banalisés, planant silencieusement au-dessus de la vallée, leurs lumières éteintes, leur présence s'attardant pendant des heures. D'autres ont juré avoir vu d'étranges lumières vacillantes sous le sol, près de la réserve, comme si la terre elle-même brillait par en dessous. Le gouvernement a qualifié ces rapports de paranoïaques, mais ceux qui vivaient le plus près du site en savaient plus. Même les ruisseaux proches de la réserve avaient changé. Leur eau était devenue légèrement métallique et les poissons mouraient en grand nombre pendant la nuit. Un garde forestier à la retraite qui avait travaillé avec Eustace a déclaré à voix basse que la montagne respirait différemment maintenant. Ce qu'ils ont réveillé là-dessous ne dort plus. Les forums de conspiration ont rapidement explosé de théories. Certains prétendent que le bunker a été construit sur un champ d'énergie naturelle dans lequel Eustace a puisé peut-être à son insu. D'autres pensent qu'il fait partie d'un réseau caché de la guerre froide, l'un des nombreux abris de continuité du gouvernement disséminés dans les Appalaches. Puis vient le détail le plus effrayant. Les randonneurs ont commencé à disparaître près de l'ancienne limite de la réserve. Leurs camps ont été retrouvés abandonnés, le matériel intact, les feux encore allumés. Mais les personnes elles-mêmes ont disparu. Le FBI a nié tout lien, mais les habitants ont remarqué que de nouveaux panneaux d'avertissement avaient été placés autour du périmètre de couleur jaune vif, avec les mots « Federal Restricted Zone », zone fédérale réglementée. Aucune étiquette de ce type n'avait jamais existé à cet endroit auparavant. Des mois plus tard, une note de service divulguée a laissé entendre que l'agence effectuait des tests environnementaux souterrains, bien que la nature exacte de ces tests reste classifiée. L'île de la Tortue, autrefois animée et lieu de paix et d'enseignement, est désormais silencieuse, gardée par des clôtures, des drones et des questions que personne n'ose poser à voix haute. Pour beaucoup, le plus grand mystère n'est pas ce que le FBI a trouvé, mais pourquoi Eustace l'a construit en premier lieu. Des mois ont passé depuis le raid, mais le mystère entourant le bunker caché d'Eustace Conway continue de s'épaissir. Les portes de la réserve de Turtle Island, autrefois ouvertes, sont désormais scellées par des panneaux d'avertissement et des barbelés. La présence fédérale reste forte, les agents vont et viennent sans un mot, et des caméras activées par le mouvement surveillent désormais chaque sentier qui accueillait autrefois les visiteurs. L'homme qui prônait une vie en harmonie avec la nature
est devenu le centre de l'une des enquêtes les plus secrètes de l'histoire moderne des Appalaches. Officiellement, le FBI maintient que ce qu'il a découvert sous son terrain est classé secret pour des raisons de sécurité nationale. Officieusement, des murmures au sein de l'agence racontent une histoire différente. Selon une source proche de l'enquête, les bunkers s'étendaient bien plus profondément que ce qui avait été initialement rapporté de multiples couches descendant dans le substrat rocheux, toutes plus complexes et avancées les unes que les autres. Ils affirment même maintenant que la chambre la plus basse était scellée par une énorme porte de coffre-fort renforcée par une technologie bien supérieure à tout ce que Conway aurait pu construire seul. À l'intérieur de ce dernier niveau, les enquêteurs auraient trouvé des structures cristallines incrustées dans la roche des objets qui émettaient de faibles signaux électromagnétiques et des signatures thermiques malgré l'absence de sources d'énergie visibles. Qu'il s'agisse de formations naturelles ou d'autres choses, personne, en dehors des autorisations fédérales, n'a pu les voir depuis. Certains pensent qu'il s'agit d'anciennes anomalies géologiques. D'autres pensent que Eustace a découvert quelque chose d'enfoui bien avant son arrivée, quelque chose que le gouvernement ne pouvait pas laisser remonter à la surface. Dans la petite ville voisine de Boone, la vie n'a plus jamais été la même. Les entreprises Glitzities, qui prospéraient autrefois grâce au tourisme sur l'île de la Tortue, sont aujourd'hui vides. Les habitants évitent la montagne après la tombée de la nuit, affirmant avoir vu des silhouettes obscures patrouiller dans les bois, des silhouettes trop grandes, et se déplaçant trop silencieusement pour être humaines. Les chasseurs décrivent des interférences électroniques à proximité du site. Les téléphones tombent en panne, les boussoles tournent, et les animaux refusent de traverser certaines clairières. C'est comme si la Terre elle-même était devenue électrifiée vivante, avertissant les intrus de ne pas s'approcher. Ceux qui ont le mieux connu Eustace, ses anciens élèves, ses amis et ses compagnons de survie, restent partagés entre l'incrédulité et l'effroi. Un homme qui s'est entraîné avec Eustace pendant des années affirme l'avoir entendu parler tard dans la nuit sur sa radio répétant sans cesse une phrase « La montagne garde ce que le monde oublie ». À l'époque, cela semblait poétique, aujourd'hui cela ressemble à un avertissement. Des journalistes sont essayés pendant des mois de contacter Eustace, mais il a disparu, sans laisser de traces. Aucun membre de sa famille, aucun ami, aucun collègue ne l'a vu. Certains prétendent qu'il se cache au fin fond de la nature, qu'il vit une fois de plus, en dehors de tout réseau, et qu'il observe de loin le monde débattre de ce qu'il a laissé derrière lui. D'autres murmurent que le gouvernement sait exactement où il se trouve, mais qu'il garde le silence en vertu d'une ordonnance de non-divulgation. Quoi qu'il en soit, l'homme qui symbolisait autrefois la liberté, face au chaos moderne, est devenu le centre d'une énigme qui défie la logique. Quant au bunker lui-même, il reste scellé ses couloirs obscurs, ses secrets enfouis sous des couches de roches et de secrets. Mais parfois, par des nuits calmes, lorsque le vent coupe les pins des Appalaches, les habitants disent qu'ils peuvent entendre un léger bourdonnement mécanique s'élever du sol, comme si la montagne elle-même respirait. Personne ne sait si ce bruit est l'écho d'une machine oubliée, ou si quelque chose de bien plus ancien se réveille sous terre. La vérité sur ce que le FBI a réellement trouvé sous l'île de la Tortue ne sera peut-être jamais rendue publique, mais une chose est sûre, l'héritage d'Eustace Conway ne sera plus jamais le même. Ce qui n'était au départ que l'histoire d'un homme fuyant la société s'est transformé en une légende de technologie cachée de réseaux secrets et d'un mystère qui s'étend bien au-delà des montagnes de Caroline du Nord. Et pour ceux qui s'aventurent encore assez près pour entendre ce bourdonnement, c'est un rappel que parfois les endroits les plus calmes de la Terre recèlent les secrets les plus retentissants.